Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus à ce webinaire intitulé Les grands sites Occitanie, Sud de France, moteur du New Deal, organisé par la région Occitanie dans le cadre du campus de l'innovation touristique. Dans un instant, l'introduction de ce webinaire sera faite par Jean-Louis Guillemont, vice-président de la région en charge du tourisme et du thermalisme. Comment innover pour attirer la clientèle de proximité? L'exemple du Serious Game Occitanie, comment développer les mobilités responsables et dans les GSO, deux questions auxquelles nos 5 intervenants experts vont apporter des réponses. Les experts, vous les avez, nos intervenants normalement à l'écran. Nicolas Dasque, qui va juste lever un petit peu la main si vous pouvez le voir, qui est le dirigeant de l'agence Incognito, donc directeur associé. Laurent Ono, agence Succubus, qui en est le directeur. Daniel Aubaré, qui va nous rejoindre dans quelques instants, qui est en train de se connecter, qui est le directeur marketing et relations clients SNCF TER Occitanie. Patrice Lallemand, directeur de projet communication LIO de la région Occitanie. Et Jean Pinard, que vous connaissez, le directeur général du CRT Occitanie. Mais avant d'ouvrir ce webinaire dans un instant avec Jean-Louis Guillemont, et pour mieux appréhender les solutions, on a besoin de savoir aujourd'hui qui est derrière le petit écran, c'est-à-dire vous. Donc, on va procéder à un petit sondage. Il y aura 3 questions aujourd'hui. Voici la première et je vous remercie de bien vouloir renseigner en temps réel qui vous êtes, en quelque sorte. Êtes-vous une collectivité ou un office de tourisme faisant partie d'un GSO, une collectivité ou un OT hors de ses périmètres, un lieu de visite, ou bien un prestataire, hébergement ou activité, ou bien même une institution, un étudiant, ou bien même un bureau d'études. Donc, vous êtes en train de répondre. J'ai des écrans de contrôle qui me permettent de savoir où est-ce que vous en êtes. Je vais, pendant que vous répondez à cette première page et à ce premier sondage, vous donner quand même quelques éléments techniques du déroulé de ce webinaire. Donc, on est ensemble pendant environ 1h30 à 2 heures maximum. Vous pourrez également poser des questions tout au long des interventions justement de nos experts, questions qui seront traitées, quoi qu'il arrive, après ce webinaire. Si je n'arrive pas à en faire à la synthèse, lors des derniers webinaires, il y a énormément de questions, mais les grands thèmes seront de toute manière repris puisque je les ai en lecture sur mes écrans de contrôle en ce moment. Je vous donnerai également donc les résultats en direct des différents sondages à chaque fois qu'ils apparaîtront. Et puis, vous voyez, c'est en train de s'afficher en direct. Vous avez donc cette image. Et puis, sachez que ce webinaire, comme les autres d'ailleurs, c'est le 5e, est enregistré et que vous le retrouverez en replay sur la chaîne YouTube du Campus de l'innovation touristique, qui aura lieu cette année, mais je laisserai le soin peut-être à Jean-Louis Guillemont de vous l'annoncer. Voilà, donc première réponse du sondage, ça nous permet, ainsi qu'aux experts, de savoir qui est en ligne avec nous. Vous êtes plusieurs centaines ce matin. Une collectivité ou un office de tourisme faisant partie d'un GSO pour 40%, autre pour 25%, un prestataire en hébergement ou activité pour 23%, et puis un lieu de visite ou une collectivité au noté, hors de ses périmètres, pour 5 et 7% respectivement. Monsieur Guillemont, bonjour. Alors, monsieur Guillemont, je pense que votre micro n'est pas activé. On ne vous entend pas. En tout cas, moi, je ne vous entends pas. Il est maintenant. Voilà, il est. Bonjour, monsieur Guillemont. Comment allez-vous? Bien, je voudrais tout d'abord, en quelques mots, vous souhaiter la bienvenue dans le cadre de ce webinaire, vous dire le plaisir que j'ai d'y participer. Nous avions, vous le savez, mis en œuvre un travail de fond dans le cadre de ce campus de l'innovation touristique que nous avons vu la mort dans l'âme supprimée et donc nous avons décidé d'organiser une série de webinaires et comment ne pas réserver un webinaire spécifique au grand site Occitanie et comment ne pas évoquer, je veux dire, leur capacité de mobilisation en faveur des dispositions que nous allons prendre dans les cours d'avenir dans notre New Deal. J'apprends qu'il y a 366 inscrits, donc je félicite donc l'ensemble des acteurs pour leur niveau exceptionnel de mobilisation. Je n'avais aucun doute à cet égard, puisque je connais la conviction portée par les titulaires de ces grands sites. La région s'est engagée, vous le savez, dans le Green New Deal afin de faire de l'Occitanie donc une destination responsable sur le plan social et environnemental, une destination répondant au mieux aux attentes de nos publics, attentes que nous avons vu confirmer dans la période très difficile que nous venons de traverser, puisque vous savez
l'économie touristique de notre territoire a très fortement été impactée par la crise de la Covid-19. Et parmi les principaux enjeux identifiés par notre région pour le développement touristique figure donc d'une part la volonté de permettre au plus grand nombre d'accéder au tourisme et aux loisirs en Occitanie, ce qui ne surprendra personne, celle de faciliter d'autre part les mobilités responsables par des tarifs et des services préférentiels pour les déplacements des habitants et des touristes, de faire en sorte donc d'encourager les nouvelles offres touristiques qui décloisonnent à la fois l'espace et les pratiques, et de faire en sorte d'encourager donc l'innovation sous toutes ses formes pour une plus grande attractivité touristique dans le cadre d'un développement raisonné. Et à ce titre, on peut dire que les grands sites, donc Occitanie de France, ont été en quelque sorte des précurseurs. Je voudrais rappeler que cette collection compte aujourd'hui 41 membres, puisque j'ai le plaisir de saluer dans le cadre de ce webinaire l'entrée dans la collection donc, de Montpellier, que nous appelions la participation depuis un certain temps, et nous sommes ravis que ce 41e grand site d'Occitanie donc vienne compléter harmonieusement notre collection. Ces grands sites d'Occitanie, vous le savez, sont l'illustration même de ce que notre région a de plus représentatif en matière de tourisme, autour de richesses patrimoniales, culturelles, naturelles, historiques ou remarquables, et donc qu'elles traduisent notre capacité, je veux dire, à prendre appui sur le patrimoine dont nous disposons pour postuler à une forte notoriété. Depuis, la politique de grand site, vous le savez, est une véritable politique d'aménagement du territoire. C'est comme cela que nous l'avons souhaité, et les GSO donc, sont répartis assez équitablement, vous le savez, sur l'ensemble du territoire régional, donc 8 sur la Méditerranée, 9 dans les Pyrénées, 10 dans le Massif central, 6 dans la partie campagne, et puis 8 en zone urbaine. Donc, pour mieux répondre aux choses, je dirais que la politique des grands sites Occitanie, de par son essence même, répond aux principaux enjeux du Green New Deal, tel que nous l'avons développé. La politique des grands sites Occitanie a été conçue, je crois, dès le départ pour préserver et valoriser les ressources patrimoniales, pour faire en sorte que notre territoire régional soit irrigué avec une volonté de tourisme extensif. Dès le départ, vous le savez, on a appelé notre attention sur le fait que nous risquions le phénomène de surfréquentation touristique au sein de nos grands sites. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes inscrits dans une démarche qui allait, j'allais dire, dans un sens tout à fait différent de celle à laquelle nous avions assisté tout au long de ces nombreuses années, avec une focalisation en quelque sorte sur les cœurs emblématiques donc de nos grands sites, des flux de public. Nous avons tout mis en œuvre pour que l'irrigation du territoire environnant se fasse très largement, et je voudrais à cet égard rappeler quelques chiffres. L'Occitanie chaque année donc comptabilise 87 millions d'excursionnistes, donc les 49,5 millions de nuitées sont issus de la clientèle infrarégionale. Je crois que c'est là l'illustration même de ce que nous souhaitons, c'est-à-dire faire vivre nos grands sites Occitanie tout au long de l'année. Et je voudrais également rappeler que cette politique régionale, qui est complémentaire de la politique des grands sites de France, est approuvée par le ministère de l'écologie, et dire également que les grands sites Occitanie, donc les grands sites naturels, sont très largement encouragés par la région pour initier une démarche grand site de France. Et le premier objectif, donc je rappelle de cette politique, est de préserver et de restaurer des paysages considérés comme attractifs, mais fragiles également. J'évoquais tout à l'heure donc le caractère structurant de cette démarche en rappelant qu'elle était une véritable politique d'aménagement du territoire. Je crois que la politique des grands sites Occitanie permet un développement touristique dans les territoires ruraux. C'est ce que nous avons observé et encouragé. Parce que, dans le cadre du Green New Deal, nous souhaitons bien évidemment revitaliser l'ensemble de ces territoires. Nous avons constaté tout au long de ces dernières années une forme de déprise de l'activité au sein de ces territoires ruraux. Et donc, nous savons que l'économie touristique permet à la fois le maintien d'un tissu commercial, d'une part, permet le maintien d'un nombre d'habitants en y développant des activités, permet également le maintien des services publics et des services au public
thématique à laquelle les élus ruraux sont particulièrement sensibles. Et je crois qu'il s'agit de veiller, donc, dans le cadre de ce Green New Deal et dans le cadre du développement de cette politique des grands sites d'Occitanie, à ce que les activités ne se concentrent pas et les services ne se concentrent pas autour des métropoles de Toulouse et de Montpellier et des grandes agglomérations qui, par leur tropisme naturel, attirent, je veux dire, de façon naturelle l'ensemble des acteurs, mais de permettre donc à l'ensemble des territoires de la région, qu'il s'agisse des petites villes, des villes moyennes, des espaces littoraux, ruraux, de montagne, de valoriser leur potentiel et de vivre partiellement, en tout cas, de l'économie touristique. Donc je crois que la région s'est engagée très fortement dans cette démarche. Elle a développé donc des projets qui favorisent la mobilité dans les grands sites et autour, entre les grands sites. Et la politique donc, que nous mettons en œuvre, la stratégie que nous abordons aujourd'hui, commence à porter leurs fruits et peuvent, je crois, servir de socle aux démarches initiées dans le cadre du Green New Deal. Voilà, pour planter le décor en quelque sorte, quelques mots de présentation de cette politique des grands sites d'Occitanie, de son lien évident avec la politique du Green New Deal que nous souhaitons initier dans les temps à venir, et de sa pertinence, je veux dire, par rapport à tout ce que nous avons pu constater tout au long de ces derniers mois. Merci, M. Guillaumont, parce qu'on le voit bien, les grands sites Occitanie, c'est un des moteurs du Green New Deal. Mais concrètement, ce New Deal, et ce Green New Deal plutôt, dans les grands sites Occitanie, ça se traduit comment? Alors, les traductions sont nombreuses, mais nous devons, dans le cadre de l'expérimentation, nous avons dû convaincre. Et nous avons donc évoqué un certain nombre de premiers chantiers. Donc, il s'agit bien évidemment d'une approche très différente de celle que nous avions jusqu'à présent, puisque l'objet était, à travers les différentes formes de promotion que nous organisions, d'essayer de mobiliser une ressource aussi importante que possible. L'approche du Green New Deal est d'une autre nature. Ce sont avant tout des actions menées auprès des clientèles de proximité et des habitants. D'ailleurs, Jean Pinard nous le dira probablement tout à l'heure, si nous avons pu vivre, je veux dire, une année 2020 catastrophique pour l'économie touristique au regard d'autres territoires, nous le devons probablement à cette capacité, je veux dire, à mobiliser. L'action que menait le CRPL, donc Occitanie, a été particulièrement représentative et a permis donc à cette saison de se dérouler suivant des modalités plus acceptables, je veux dire, que celles auxquelles nous étions promis. Il s'agit donc, pour l'essentiel, vous l'avez compris, de rendre les habitants de notre territoire acteurs du tourisme, c'est-à-dire faire en sorte de diffuser les flux dans le temps et dans l'espace, et cela constitue bien sûr une des priorités pour nous. Il s'agit de permettre également aux habitants de notre région de se livrer à une forme de réappropriation de leur patrimoine et des atouts qui comptent, et de faire d'eux les meilleurs ambassadeurs, c'est-à-dire ceux qui permettront, je veux dire, la mise en évidence de tout ce que cette région est capable de produire. Ce webinaire donc a pour objectif de vous présenter deux exemples d'actions concrètes de la politique des grands sites d'Occitanie. Alors, le premier élément, donc, c'est le développement d'un Cyrus Game qui va vous être présenté dans quelques minutes. Donc, nous sommes là partis d'un constat assez simple. Nous avons observé que les jeunes publics étaient peu sensibles, je veux dire, à la qualité de nos sites, et qu'il convenait d'avoir recours à la médiation culturelle pour leur en faire découvrir les attraits. On est bien conscient du fait qu'il s'agit là d'un public très restricteur, puisque nous avons ciblé, je veux dire, notre action autour des familles avec enfants de 7 à 12 ans. Et donc, nous avons initié cette démarche dans le cadre du camping de l'innovation touristique en décembre 2020. Donc, le Cyrus Game, vous le savez, est un outil digital de médiation, scénarisé et créatif, que vous allez découvrir dans quelques minutes. Il s'adresse, et c'est en cela qu'il est intéressant, à la fois aux habitants de l'Occitanie, aux touristes en séjour de même qu'aux établissements scolaires. Donc, vous voyez, un champ d'action très large. On peut commencer à y jouer dans son domicile, depuis son domicile, ou son lieu de séjour. Et on peut poursuivre, bien évidemment, une fois le séjour acté, on peut bien évidemment poursuivre, je vais dire,
ceci veut dire surtout que nous avons appelé les grands sites d'Occitanie à intégrer cette démarche et à offrir une sorte de prolongement à ce jeu au sein de leur propre site. Donc l'objectif, vous l'avez compris, est d'installer l'Occitanie au travers du tourisme et de ses extensions in situ, donc comme une destination responsable. C'est un projet très original, dont il n'existe pas d'équivalent dans une autre région, et qui va permettre à l'Occitanie de se démarquer en proposant une offre singulière. Vous le savez, dans la profusion d'offres qui existent aujourd'hui, il est important d'agir dans le cadre d'une forme de singularité. Voilà pour la première action que nous pouvons évoquer. La seconde que je souhaite évoquer également concerne les travaux importants que nous avons effectués sur la mobilité, les mobilités. Vous le savez, nos régions et nos collectivités ne s'illustrent pas particulièrement dans le domaine de la transversalité antérieurement. Et aujourd'hui, nous pouvons nous féliciter, je veux dire, d'avoir pu, au sein de la région Occitanie, initier une démarche visant à mobiliser autour de ces thématiques à la fois les responsables, les transports, les mobilités, le tourisme, la culture, la communication, mais mobiliser également l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire la SNCF, TER, l'IO, le comité régional du tourisme des loisirs Occitanie, et bien évidemment tous les acteurs impliqués dans le développement touristique du territoire. Et il s'agit donc, à travers cette démarche, de coproduire une offre attractive de tourisme durable avec les acteurs publics et privés des grands sites Occitanie. Vous le savez, en tant que grand site Occitanie, vous êtes déjà sensibilisé, je crois, aux démarches éco-responsables, je l'évoquais tout à l'heure, à destination des visiteurs qui souhaitent se déplacer de façon de plus en plus respectueuse, je veux dire, de l'environnement dans lequel ils évoluent. Et les objectifs des travaux que nous avons initiés au sein de ce groupe de travail visent à développer la mobilité touristique à faible impact de carbone, à encourager la visite des territoires avec des modes de transport plus vertueux, à permettre aux touristes et aux habitants de s'approprier l'offre de mobilité du territoire et toutes les initiatives que nous avons prises dans ce sens. Vous avez entendu parler effectivement de la saison dernière, ont atteint leurs objectifs, de développer un tourisme à l'année, je dis bien un tourisme à l'année et pas un tourisme 4 saisons, un tourisme à l'année parce que je crois que c'est une pratique naturelle vers laquelle nous devons aller, même s'il y a parfois des formes de résistance, parce que les habitudes ne nous conduisent pas naturellement à ce mode de fonctionnement, mais cette démarche visera à créer une nouvelle offre de court séjour, et puis enfin, et c'est l'objectif final, de renforcer la visibilité de l'Occitanie comme une destination touristique durable, et les résultats que nous enregistrons, les premiers résultats que nous enregistrons dans les domaines, sont suffisamment encourageants pour que nous ayons envie de poursuivre cette démarche. Merci, Monsieur Jean-Louis Guillemont, pour cette introduction qui nous donne également les enjeux touristiques de la région et notamment les enjeux de ce webinaire aujourd'hui. Je crois savoir que vous allez rester avec nous. Et donc, merci. Et puis, vous conclurez également cette matinée. Nos 5 intervenants vont donc tendre d'apporter des réponses, des solutions concrètes aux questions posées, aux enjeux que vous venez d'évoquer. On va commencer tout de suite, et vous venez de l'évoquer, avec cette première séquence et le Serious Game, qui est un produit en cours de réalisation au-delà du jeu. Il s'agit là, et ça c'est le grand objectif du Serious Game, de donner envie aux gens d'aller sur les sites. Je suis donc avec Nicolas Dasque, le dirigeant de l'agence Incognito, cette agence qui est chargée donc, de la conception du Serious Game, et puis Laurent Ono, qui est de l'agence Succubus. Lui, cette agence est chargée de la réalisation du Serious Game. Et j'aimerais, donc au-delà de la présentation du Serious Game faite par Jean-Louis Guillemont il y a un instant, qu'on en sache un peu plus sur ce projet. Nicolas Dasque, bonjour, merci d'être avec nous. Alors, votre micro, je n'ai pas votre son. Est-ce que votre micro est branché? Je ne suis pas sûr. Voilà, on vous a. Bonjour et merci d'être là. Je dis à l'instant, vous me recevez? Parfaitement. Alors, quels sont les en quelques mots, et vous avez le temps qu'il faut pour nous présenter ce projet. On va commencer tout de suite par les enjeux de ce projet.
Alors oui, les enjeux et le contexte du projet ont été dressés par Jean-Louis Guillaumont. Là, ce qu'on souhaite bien souligner pour vous partager l'avancée du projet, c'est effectivement un jeu qui s'adresse prioritairement aux familles, familles avec enfants. Le Serious Game sera parfaitement adapté pour une tranche de familles avec des enfants de 7 à 12 ans. L'objectif, c'est de dresser un socle de jeux qui permettent de relater cet effet collection et d'avoir une vraie invitation à découvrir la région et ses GSO. On va le voir ensuite, au-delà de ce socle de Serious Game, il y a un vrai projet d'extension in situ qu'on vous présentera ensuite. L'objectif, c'est de raconter l'histoire de l'Occitanie au travers des 41 grands sites et de pouvoir finalement retrouver des éléments constitutifs de l'ADN de chacun des GSO et les mettre en réseau. Il y a un scénario qui va relier tous ces sites et qui va inviter à découvrir la région. On a beaucoup travaillé sur ce scénario de façon à ce qu'il y ait des logiques de découverte qui soient créées. Et il y a une forte exigence esthétique. Et pour le développement, c'est effectivement l'agence Succubus et Laurent Ono sur la partie technique qui vont être garants du développement de ce jeu et ils vous présenteront l'avancée du projet. L'objectif de ce Serious Game, c'est une première au niveau d'une région, de mettre en réseau tous les éléments remarquables, patrimoniaux, naturels et culturels au travers de ces GSO. Et on va essayer finalement de faire rayonner la région, bien évidemment, auprès de ses habitants prioritairement, mais d'en faire également une référence au niveau national, voire européen, parce que ce projet est réellement innovant et très ambitieux. Alors, on a compris quels sont les enjeux, mais en quoi ça consiste, les Serious Games? Comment ça marche? Alors, c'est d'abord un socle de jeu qui va permettre au travers d'un scénario de capter le joueur, de capter la famille. Comme l'a dit Jean-Louis Guillaumont, on va pouvoir y jouer aussi bien sur site, mais également de chez soi. L'objectif du jeu, c'est un jeu qui est basé sur un point and click. Alors, c'est un mot un peu barbare anglais du jeu vidéo, mais le joueur va être invité à cliquer, découvrir, mener des enquêtes et faire avancer toute une histoire qui va être mis en appétit pour découvrir toujours plus la région Occitanie et ses grands sites. Et on a prévu dans le scénario, sur chaque site, on a prévu des interactions avec des personnages emblématiques de chacun des territoires. Et vous verrez, on va pouvoir rencontrer Molière à Pézenas, on va pouvoir rencontrer D'Artagnan à Auch, Perrine Lafont, notre skieuse au Pic du Midi, ou bien encore Winton Marsalis à Marciac. Alors, l'objectif, c'est qu'il y ait une découverte dans ce jeu des différents grands sites, mais ce sera ponctué également de mini-games, des jeux qu'adorent les enfants, des jeux de rythme, d'évitement, des jeux de drag and drop pour dynamiser l'histoire. Alors, ce jeu, il peut être joué en quelques minutes, picoré entre guillemets, mais il va pouvoir également permettre à l'enfant de jouer plus d'une heure s'il le souhaite. En réalité, le jeu, je crois qu'il va faire quasiment 5 ou 6 heures de temps cumulé. C'est pas l'objectif de capter les enfants tout ce temps-là, mais en tout cas de leur donner envie de venir et revenir, et surtout d'aller sur les grands sites et d'utiliser les extensions qui seront présentées ensuite. Quel est le pitch de départ de ce jeu? Alors, le pitch, il est simple, c'était d'avoir réfléchi à un scénario qui va mettre en musique tous ces sites. On va être guidé par deux dracs, des dracs d'Occitanie, qui vont nous faire voyager à travers les GSO et qui vont nous permettre de résoudre une énigme globale. En réalité, il y a un coffre au trésor qui est fermé. Pour pouvoir l'ouvrir, le joueur est invité à découvrir chacun des sites et on a découpé la région en 4 grands territoires. Et sur chacun des sites, il y a des perturbations temporelles. On va aller à différentes époques, rencontrer des personnages, leur trouver des objets qu'ils ont perdus dans d'autres époques. Et toute la somme de ces énigmes va permettre d'ouvrir ce coffre au trésor et d'allumer petit à petit chacun des points des 41 GSO sur le coffre au trésor. Donc, l'intérêt, si vous voulez, c'est d'avoir trouvé une logique qui va pouvoir mettre en musique l'ensemble de ces sites au travers d'une grande histoire et de donner envie de la connaître jusqu'au bout et d'aller sur chacun des sites découvrir les éléments qu'on aura pu toucher du doigt dans ce Serious Game. Alors, vous nous donnez envie parce que découvrir, mais où en est le projet justement? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui?
Eh bien, ça avance bien. Avec Laurent de Succubus, on a bien avancé le travail. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui passer la parole, qui vous donne un petit peu en avant-première quelques éléments graphiques. Et je crois même qu'il y a une petite vidéo de certaines choses. Laurent. Bonjour Laurent et bienvenue. Bonjour à Merci, tous. merci d'être là. Merci d'être là. La parole est à vous. Enchanté. Donc, ben oui, ben et le jeu avance bien. Je crois qu'on a quelques images qui sont prévues sur les slides d'après. On va voir Rocamadour, voilà, qui est un des premiers décors qu'on a fait, sur lequel on travaille en ce moment. On voit également un petit peu l'interface de jeu. Il y a différents personnages avec lesquels on peut interagir. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que là, on voit Rocamadour en 1920. Donc, il y a des voyages dans le temps, hein, comme l'a précisé Nicolas, c'est-à-dire qu'on visite les grands sites à différentes époques, à différentes périodes. On va donc rencontrer différents personnages. Alors là, on voit un petit peu où on en est rendu sur les interfaces. On voit en haut à gauche qu'on a une carte. Donc, on va pouvoir cliquer sur la carte pour choisir où est-ce qu'on se promène et où est-ce qu'on mène notre enquête. En bas à gauche, on a un sac à dos avec les différents objets qui sont à l'intérieur et qu'on va pouvoir essayer d'associer avec les gens ou avec les différentes quêtes et énigmes. En parlant de quêtes et énigmes, on voit en bas à droite un grimoire de quêtes. C'est le journal qui nous permet de savoir comment on avance. Et puis, en fait, on va retrouver toutes les collections. Hein. Nicolas a parlé de collections. C'est un jeu où on va vraiment essayer de titiller le joueur et de déclencher la collectionnite. On a quelques écrans également après. On a la grande motte. On a le pic du Ça midi. arrive, ça arrive. Voilà la Ça grande va, ça motte. va arriver, ça va arriver. Voilà On va voir la grande motte. Donc il y a des aventures qui vont avoir lieu dessus. Donc en fait, à chaque fois, on repart sur des photos. Ce sont des bases de photos qu'on retravaille à la main avec des filtres, voilà, pour donner déjà une cohérence à travers tous les décors dans le jeu. Est-ce qu'on peut voir le pic du midi? Il arrive, le pic du midi. Vous allez l'avoir dans quelques secondes. Voici. Voilà le pic du midi. Voilà, donc là c'est une vue aérienne. Alors ça tombe bien, on a des dracs qui volent, donc on peut les faire se promener un peu où on veut. On a un troisième décor à partager, c'est la Cité de l'Espace à Toulouse. Voilà, donc on va avoir plus de 200 tableaux comme ça, jouables, dans lesquels on va se promener, dans lesquels il y aura des petites interactions, des petites choses à faire, des personnages à rencontrer. On a une quarantaine de personnages historiques, on a 150 personnages de plus au total qui sont des personnages fictifs. Voilà, donc on a vraiment beaucoup de contenu. On a préparé une petite vidéo de tout ça, donc je pense que le plus simple ce sera de. Ouais, on va l'envoyer. De quoi s'agit-il? Quelle est cette vidéo? C'est une vidéo qui montre un petit peu les différentes interfaces du jeu, là où on en est rendu dans le développement. Donc on va pas encore voir tout le jeu, mais on va déjà commencer à voir un des deux dracs, Autant, qui va parler. Voilà, je vais commenter un petit peu par-dessus quand il n'y aura pas de. Cette ville s'étire étrangement vers le haut, à croire qu'elle a été conçue pour les dragons. Alors, raison de plus pour partir à l'aventure. Laurent. On est en train de finir les personnages, donc le monde est quasiment. Laurent, je vous interromps parce que pendant la vidéo, on avait, je crois, exclusivement le son de la vidéo. Donc, j'aimerais que vous répétiez peut-être les commentaires que vous avez apportés, parce qu'on ne les a pas entendus, évidemment.
Pas de problème. Oui, non, bah donc j'expliquais que voilà, on avait les dracs qui peuvent parler à tout moment du jeu. Donc en plus on a un doublage, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, voix off avec des acteurs, donc deux actrices, une actrice qui joue le petit Autan, une actrice qui joue la grande Tramontane. Donc on a sélectionné pour avoir des voix qui correspondent bien. Donc on les fait parler tout le long du jeu. C'est eux qui rythment en fait un petit peu l'aventure. C'est eux qui racontent ce qui se passe. Alors ils sont invisibles aux yeux des habitants, donc ils peuvent pas interagir directement avec eux. Donc c'est pour ça ils demandent à nous-mêmes, l'avatar du jeu, hein, d'interagir avec eux et de corriger les problèmes, les failles temporelles. Donc voilà, ce que je disais, c'est que non, ça c'était en dehors de la vidéo qu'on voyait Rocamadour en 1920. Donc on va se promener un petit peu partout dans le jeu comme ça. Voilà, je disais aussi que donc il y avait différentes quêtes. Ça, je vous l'ai déjà dit sur la présentation avant. Oui, et donc voilà, là où on en est rendu dans le jeu, c'est qu'on a à peu près tous les tableaux qui sont faits, ils sont même tous faits. On a la majeure partie des personnages, donc le monde est là, existe, on peut se promener dedans, on peut naviguer, on peut voir tout ça. Et on est en train de travailler principalement en fait sur la partie mini-jeu, qui sont les petites activités qui vont avoir, qui est le plus gros de ce qui va rester à faire pour aboutir le jeu. Merci beaucoup, Laurent. Je vais revenir auprès de vous, Nicolas, parce que est-ce qu'il y a un calendrier opérationnel qu'on peut connaître? Ça, on est donc en décembre. Ça va se passer comment? Et ce jeu va être opérationnel à quelle date? Alors, le Serious Game Global, le socle qu'on vient de vous présenter, sera mis en service au 1er mars. On verra ensuite pour les extensions tout à l'heure. La région a prévu de déployer un plan de communication pour le faire connaître et de s'appuyer aussi sur les GSO pour finalement donner toutes ses chances au produit d'être utilisé un maximum jusqu'aux extensions dont on va vous parler. Ah bien, on y va. Justement, j'en ai entendu parler, ces extensions. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Oui, alors l'objectif, c'est de prolonger ce jeu et de faire en sorte que les familles soient amenées à découvrir les GSO, soit les GSO eux-mêmes, soit plusieurs GSO ensemble au travers de parcours de découverte. L'objectif global, c'est de donner envie de consommer toujours plus, d'amener les familles jusque dans les territoires. Et l'idée, c'est de poursuivre le scénario du jeu global que vous avez vu et d'avoir l'accompagnement de ces dracs dans les différents parcours qui vont guider le joueur et qu'il y ait des synergies entre le jeu principal et les différents parcours in situ. Alors, quelles sont les fonctionnalités de ces extensions? Alors, juste avant de venir peut-être sur les fonctionnalités, ce qu'on a juste souhaité, et pour les fonctionnalités, je laisserai la parole à Laurent, c'est qu'il y ait une homogénéité de parcours sur tous les GSO. On sait que tous les GSO n'ont pas forcément les mêmes moyens humains pour pouvoir développer des parcours. Donc, l'objectif, c'est qu'on ait des parcours qui soient déjà préétablis sur certaines thématiques, qui pourront être contribués par les GSO. On va vous expliquer, il y aura en face une méthodologie qu'on va vous proposer, qui pourront contribuer au parcours, mais également la région sera support pour pouvoir le faire. Donc, il y aura une homogénéité, il n'y aura pas de différence d'un GSO à l'autre sur l'approche du jeu in situ. Ce qui est intéressant, c'est que ces extensions feront le lien vers le jeu principal et ces extensions inviteront aussi les joueurs à utiliser les outils de médiation que les GSO ont parfois déjà développés. Donc, il y aura une vraie complémentarité et synergie globale et en même temps, ce sera en capillarité avec ce que les GSO ont déjà pu développer, certaines applis ou autres dispositifs de visite. Et pour les fonctionnalités, je vais plutôt laisser Laurent en parler dans le détail. Laurent? Oui, je suis là. Alors déjà, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a deux applications. Il y a sur ces extensions, il y a une application qui est la partie jeu hein, pour les gens qui seront sur place, mais il y a également une deuxième application qui est celle qui est dédiée au GSO. Donc, on a vu que dans le premier jeu, celui qui présente la totalité de la région, on a essayé de mettre des tableaux sur un petit peu partout. Là, l'idée, c'est vraiment d'emmener les gens sur place, mais aussi de pouvoir potentiellement suivre l'actualité des GSO, les saisonnalités, les nouveaux parcours, ce genre de choses-là. Donc, on
on a une application avec des fonctionnalités dont je vais vous parler, qui est vraiment l'application pour les joueurs finaux. Mais quand même, je voulais bien préciser qu'il y a une application qui est l'application pour les touristes, pour les gens qui viennent sur place. Et je voulais bien préciser qu'il y a une application dédiée au GSO qui permet en fait une forme de back-office, qui permet de créer, de maintenir, d'éditer ces parcours-là pour qu'ils correspondent vraiment au mieux à leurs attentes. Alors ensuite, c'est à chaque GSO de voir à quel point ils veulent s'investir dedans. Il est possible de ne rien faire et de garder, on va dire, l'offre initiale ou au contraire de l'étendre à volonté. Alors, je veux bien, Jean-François, passer au slide d'après, et puis on va passer image après image comme ça, pour que j'explique un petit peu les fonctionnalités. Donc, du coup, Les croquis. pour l'application des visiteurs, déjà, l'aventure va commencer par la connexion sur le jeu. Donc, pour cette application géolocalisée, on va le voir, on va le comprendre après, il y a deux façons. Soit on a une connexion Internet, et puis du coup, on va sur le site du parcours, du jeu géolocalisé sous forme de parcours. Soit, on télécharge l'application. Donc là, dans l'exemple, ça a été téléchargé à l'Office de tourisme. Et puis, du coup, ensuite, on va pouvoir continuer offline, ce qui est assez pratique pour les parcours qui sont en extérieur et qui n'ont pas forcément toujours une bonne connectivité. Donc voilà, le principe, c'est qu'on va commencer à un endroit de départ. Je veux bien qu'on passe au slide d'après, Jean-François. Et puis, du coup, on va parcourir comme ça d'un point à un autre et un point d'intérêt à un autre. C'est un jeu de piste virtuel. Et en fait, ce qu'on va demander aux joueurs, c'est de remplir un grimoire de voyage. Donc, la notion de grimoire, on a pensé un petit peu au scrapbook. Quand on a une expérience, on va avoir tendance à ouais, c'est bloqué sur le slide là. On va voir celui d'après. Il est censé arriver. Et là, il est sur mon écran de contrôle, il est censé arriver. Il est censé arriver. Il a un petit peu de retard, ça bloque un petit peu, semble-t-il. J'espère que c'est temporaire. Poursuivez. Ça marche. Et donc, voilà, l'idée, en fait, ça va être d'emmener les gens à prendre des photos. Le jeu va leur demander de prendre une photo. Donc, on va comparer avec une photo initiale. Ils vont pouvoir voir la photo que eux ont pris, la photo officielle du site. Il va y avoir des petites activités qui vont avoir lieu comme ça à chaque point d'intérêt. Donc, des fois, ça va être des quiz. Des fois, ça va être tout simplement de la narration, des mini-jeux. Donc, ce qui est très, très bien, c'est qu'en fait, on a une très grande base qui va être… Voilà, donc ça, c'est la photo. C'est une prise de photo. On y arrive. Une des activités possibles. Et donc, en fait, on va construire son grimoire de voyage. Donc, en fait, ce parcours va être une aventure qui va être où on va garder cette mémoire dans l'application des différentes étapes par lesquelles on est passé, des différentes photos qu'on aura pu prendre sur site. Alors, je veux bien qu'on passe… voilà, super. Alors, lui, il arrive tout de suite. On va également avoir une approche multijoueur. Donc l'approche multijoueur, on peut avoir un mode compétition, un mode collaboration. Bon, le mode compétition, on peut imaginer qu'on joue sur le même parcours et que, en gros, en fait, à chaque point d'intérêt, il y a des activités qui vont mener à un score. Donc, l'équipe A aura fait un meilleur score que l'équipe B. Donc, on voit en bas que c'est le chamois qui remporte et qui a posé son drapeau sur ce point-là. Et le point d'après, c'est l'hirondelle, voilà, parce que c'est l'équipe B qui a été plus forte sur les activités qu'on lui a ce jeu-là. Ou alors un mode collaboration, on peut carrément imaginer que les équipes doivent s'aider pour aller d'un endroit à un autre. Elles peuvent même se laisser des messages, des indices pour que l'équipe qui va passer après elle puisse du coup reprendre sur ce qui s'est passé. Donc l'idée, c'est vraiment de permettre aux gens de jouer seuls, ensemble, et ensemble en équipe, voire les uns avec les autres, équipe avec équipe, voire équipe contre équipe. Et puis l'idée, c'est possiblement de créer en fait des liens entre les gens, des gens qui seraient à l'office de tourisme en même temps et en fait qui commenceraient le parcours en même temps, pourraient ne pas se connaître, mais jouer ensemble et du coup partager l'aventure ensemble. Et donc on voit tout à droite le grimoire de voyage. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de remplir. Et puis, je crois qu'on a encore… non, c'est le dernier slide. Et donc, l'idée, en fait, ce grimoire de voyage, c'est en fin d'aventure de pouvoir le partager. Sur les réseaux sociaux pour pouvoir montrer, regardez, voilà, moi, je suis allé dans tel grand site, j'ai fait ce parcours-là, regardez les photos que j'ai prises, regardez les aventures que j'ai eues, regardez les activités que j'ai pu faire, et puis, vous-même, allez-y, venez sur place et vivez votre propre aventure. Donc, on essaye vraiment d'avoir un lien entre
les lieux in situ et les joueurs, de les emmener sur place. Hein. Cette application-là n'est jouable que sur place. Hein. C'est géolocalisé. Alors la géolocalisation, bon, il y a des solutions techniques. Hein. On va pouvoir utiliser possiblement le GPS, possiblement des QR codes si les grands sites peuvent les imprimer et les mettre sur place, ou tout simplement du déclaratif pour dire oui, je suis bien à cet endroit-là. Et l'aventure continue comme ça. Mais du coup, on va pouvoir aussi partager sa propre carte, qui va être la première page du grimoire. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire le lien entre les sites et les gens, mais aussi entre les gens et leurs amis, voire même entre les gens et des gens et d'autres groupes qu'ils ne connaissaient pas. Donc voilà un petit peu l'objectif de cette application qui est très innovante, très ambitieuse et passionnante, puisque ça non plus, ça n'a jamais été fait, en tout cas de cette façon-là. Donc on essaie Merci vraiment... beaucoup. Merci beaucoup, Laurent, de cette lecture et cet éclairage sur Serious Game et sa partie pratique opérationnelle. Justement, on va revenir sur l'opérationnel et le calendrier avec Nicolas quelques instants, puis après on passera aux questions qui sont nombreuses. Hein. Je reçois beaucoup de questions, on en prendra quelques-unes dans un instant. Nicolas, le calendrier opérationnel. Oui, alors là, on a esquissé un petit peu le cadre des extensions pour les grands sites et quelques fonctionnalités qui sont imaginées. L'objectif maintenant, c'est de pouvoir développer des choses qui soient parfaitement adaptées aux grands sites, d'aller jusque dans les grands sites au travers d'ateliers pour pouvoir affiner les scénarios, les besoins et pouvoir construire quelque chose qui, au-delà des fonctionnalités proposées, va bien cadrer aussi avec la réalité des territoires et ce qu'on peut mettre en place pour ce public de famille. Donc l'enjeu, c'est vraiment d'amener dans les grands sites, de faire consommer chaque grand site. Et nous, on a aussi en tête l'idée de les relier entre eux sur certaines thématiques. Si on a une appétence particulière en famille sur l'histoire, on pourrait très bien aussi avoir des parcours qui raconte une grande histoire au travers d'énigmes sur les territoires, aussi bien sur le plein air, le patrimonial, etc. Donc on a plein d'idées en tête. Maintenant, il faut qu'on les confronte aussi avec la réalité du terrain et que ça colle bien aux besoins des différents grands sites. Donc premier trimestre, on a prévu des ateliers. De mars à mai, ça sera le travail vraiment d'ajustement et de développement avec Succubus. Et l'objectif, c'est qu'avant l'été, on puisse livrer également ces extensions qui viendraient environ 2-3 mois après le socle global du Serious Game, enrichir et créer des synergies finalement entre tous ces nouveaux produits. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, on a pas mal de questions. Je pense qu'on va en prendre quelques-unes à l'instant. D'abord, un éclairage. Marie-France nous demande qu'est-ce que GSO? Alors, je vais répondre GSO comme grand site d'Occitanie, évidemment. Mais ça mérite d'être peut-être dit puisque la question a été posée. L'application, la question, elle est toute simple. Hein. L'application sera-t-elle également traduite en anglais? Alors oui. Alors la première application, oui, tout à fait. Vas-y, Nicolas, vas-y. Toutes les applications sont prévues pour pouvoir être traduites, donc il n'y aura pas de problématique technique à la traduction. La première, le grand Serious Game, est prévu en français et en anglais dès la sortie. D'autres langues pourraient même être rajoutées par la suite. Marie-Bernard pose la question, est-ce qu'elle sera accessible gratuitement? Oui, bien sûr. C'est un souhait de la région. Bien évidemment. C'est en libre téléchargement quand on parle d'applications à télécharger, mais également c'est jouable en ligne directement. Faut-il encore avoir le réseau là où on se trouve, mais tout est gratuit, bien sûr. Bon, une question est posée également sur la qualité, les sites énumérés de ce jeu. On imagine que tous les grands sites d'Occitanie seront sur l'application. Bien évidemment, 41. Oui, tout à fait. Ensuite, on a un petit mot sympa là, pour la région. Je vais vous le lire, hein, qui arrive d'Alain. Félicitations pour le projet. Le territoire UNESCO d'Écosse et Cévennes s'étend sur 6 GSO. Les 8 sites UNESCO de la région Occitanie seront-ils évoqués dans le jeu sur chaque GSO les concernant? Vous venez, je crois, de répondre là aussi. Grand site d'Occitanie aussi. On nous demande si d'autres régions travaillent sur un projet similaire. Vous savez répondre à ceci? Excusez-moi, évidemment. On est une agence de Serious Game, donc on voit un petit peu toutes les demandes de Serious Game qui passent.
Il y a effectivement de plus en plus de demandes, peut-être que c'est le contexte, hein, et peut-être que c'est l'année qui fait ça, il y a de plus en plus de demandes de promotion territoriale qui utilisent le serious game. On voit beaucoup de campagnes de communication, on va dire, traditionnelles. Sur le serious game, c'est quand même vraiment un vecteur qui monte. Par contre, j'en ai vraiment vu aucune qui mettait la même ambition et surtout qui déployait une telle envergure. On a quelque chose de très, très, très horizontal qui n'est pas du tout le cas dans toutes les autres demandes. Donc, moi, j'aurais tendance à répondre que non, aucune autre région n'est en train de faire ça aujourd'hui. Alors, pour compléter, c'est vrai que ce qui est chouette en Occitanie, c'est qu'on a déjà l'outil des grands sites et la structuration des grands sites qui s'y prête excessivement bien. Et je pense que là-dessus, c'est vrai que l'avance des grands sites dans l'effet collection se destine parfaitement à ce genre de projet finalement. Mathilde pose la question suivante. Ce Serious Game est-il uniquement virtuel? Y aura-t-il des quêtes qui se dérouleront sur les GSO? Est-il possible pour les OT de créer des quêtes sur site en lien avec le jeu? Je vais répondre à ça. Hein. Donc, on a deux parties du jeu. On a une partie du jeu qui présente vraiment la totalité de la région, qui est le premier Serious Game qu'on vous a présenté. On vous a montré des images, on vous a montré la vidéo. Donc là, c'est quelque chose qui peut se jouer aussi bien chez soi, dans son canapé, dans le bus, que sur place. Et à l'inverse, nous avons les extensions in situ qui, elles, ne peuvent être jouées que sur place, que in situ. Donc l'idée, c'est bien avec ces deux applications, le jeu et l'application de création de parcours, de pouvoir avoir donc des parcours réels, mais à travers lequel, grâce auquel le jeu virtuel va progresser. C'est-à-dire que pour pouvoir avancer dans le jeu virtuel, il faut être présent réellement à un endroit donné. Et c'est seulement une fois qu'on est arrivé que le jeu continue. Et donc, pour répondre à la deuxième petite question à l'intérieur, oui, on peut bien créer autant de parcours que l'on veut. On n'est absolument pas limité là-dessus. Il faut juste l'imagination. Nicolas a commencé à parler de thématiques historiques. On pourrait avoir des thématiques sur les sciences. On pourrait avoir des thématiques sur le voyage dans le temps pour voir une même chose qui s'est passée à plusieurs moments. Enfin voilà, donc c'est vraiment illimité à ce niveau-là. À nouveau une question sur est-ce que nous aurons, c'est Jody qui pose cette question, est-ce que nous aurons la version enregistrée et la présentation, s'il vous plaît? Nous sommes ostréiculteurs et je dois malheureusement vous quitter parce qu'ils ont du travail. Alors oui, on va lui répondre que oui, puisqu'on a dit que c'était enregistré et que ce serait sur la chaîne YouTube du campus de l'innovation touristique. Voilà, alors on a plein d'autres questions. On a plein d'autres questions qui sont là. Je rappelle que c'est enregistré, mais que également toutes les questions seront traitées une par une. J'ai presque envie de demander à Jean-Louis Guillaumont s'il souhaite apporter une réflexion sur ce qu'il vient d'entendre. Je sais qu'il sait beaucoup de choses. Ou est-ce que je passe directement au sondage et à la question numéro 2? Jean-Louis Guillaumont, vous êtes avec nous? Vous êtes avec moi? Oui, moi je voudrais tout simplement revenir sur le fait que la région poursuivait à travers la mise en œuvre de ce dispositif. Donc, un premier objectif, qui était un objectif de médiation culturelle, mais surtout, nous étions à la recherche, j'allais dire, d'une démarche qui fédère l'ensemble des grands sites occitaniques. Nous avions, compte tenu des thématiques spécifiques à chacun d'entre eux, des grandes thématiques, nous avions une forme de difficulté, je vais dire, à parler d'une même voix concernant l'ensemble de ces grands sites occitaniques. Et je crois que la démarche qui est initiée aujourd'hui le permet. Elle offre la possibilité d'abord de parler de ces 41 grands sites, d'offrir une première déclinaison par thématique, comme cela a été évoqué par les deux intervenants, et également donc ça offre une possibilité d'implication, je veux dire, de chacun de ces grands sites dans la démarche de valorisation de ce Serious Game. Donc c'est vraiment un outil, je veux dire, qui correspond parfaitement à ce que nous souhaitions, et je ne peux qu'inviter les grands sites occitaniques à assurer d'abord une promotion très forte de cette initiative, revenir sur le fait que c'est une démarche gratuite, c'est-à-dire que la région a pris le parti dès l'origine de s'engager financièrement de telle sorte à exonérer de toute charge, je veux dire, les offices de tourisme, dont nous savons que pour un certain nombre d'entre eux, ils auraient eu difficulté, je veux dire, à souscrire à une démarche les mobiliser financièrement. Et donc appeler également de mes voeux un prolongement local, je veux dire, de cette action, c'est-à-dire il faut vraiment
que les visiteurs, une fois qu'ils ont découvert le Serious Game, une fois qu'ils visitent l'un des sites, aient envie d'en découvrir davantage et que également cet outil soit un outil de promotion pour l'ensemble de la collection, par thématique et puis de façon plus générale pour l'ensemble de ces 41 grands sites. Donc moi je voudrais remercier les deux entreprises, je veux dire, qui se sont mobilisées, pour leur mobilisation. Ce qu'ils ont réalisé ne procédait pas d'évidence. Hein, nous sommes très fiers d'être la première région à s'être engagée dans une démarche de ce type. Nous fondons de grands espoirs qui seront à la mesure, bien sûr, de la capacité de mobilisation des territoires. Mais je suis certain que les grands sites Occitanie, qui vivaient un peu dans l'attente d'une initiative de ce type, vont s'engager très fortement dans une démarche de valorisation de leur territoire en valorisant ce type. Merci beaucoup, Monsieur Guillaume. Merci effectivement, Nicolas. Merci, Laurent. Évidemment, vous restez avec nous. On ne sait jamais, d'autres questions peuvent se présenter vous concernant. On va passer à la deuxième question du sondage qui va être affichée dans un instant, le temps que ça arrive. On a un petit décalage technique, mais voilà, vous voyez, ça va relativement vite. Alors, extension applicative Serious Game Occitania. Participeriez-vous à l'un des 4 ateliers de co-construction de ce projet? Donc, on envisage effectivement de réaliser des ateliers. Seriez-vous prêt à y participer? Si vous pensez y participer, merci de répondre oui. Si vous ne souhaitez pas y participer, merci de répondre non. Vous êtes nombreux, vous êtes très nombreux à nous répondre. Ça y est, le oui prend le dessus très très largement. C'est assez intéressant parce qu'on a également la traçabilité de ce que vous écrivez et de vos réponses qui permettra, j'imagine, derrière également de vous contacter pour participer à ces ateliers. Et moi, j'entends réel les réponses si vous allez les avoir dans un instant, mais un oui se dégage très largement pour les 3/4 de vos réponses. On est à 72, 73, 74%. Ça continue à répondre. Hein. Merci de continuer. Voilà, on peut peut-être afficher le résultat. Hop. Voilà, réponse oui. Donc, je vous le disais à l'instant, 73% d'entre vous souhaitent y participer et 27% donc ne souhaitent pas ou ne pourront pas y participer. Merci beaucoup de vos réponses. Voilà, on va passer à la deuxième partie de ce webinaire qui va concerner la mobilité et les mobilités avec 3 intervenants que je vais vous présenter à présent. Patrice Lallemand, donc on va les avoir à l'image, j'aimerais qu'on ait leurs images, s'il vous plaît. Voilà. Alors, Jean Pinard, qui est le premier, je crois, à nous rejoindre, qui est le directeur général du CRT d'Occitanie. J'attends également à l'image Patrice Lallemand, directeur de projet communication Lyon Région. Le voici également. Et Daniel Aubaret. Alors, Daniel Aubaret, je ne sais pas si on a l'image, je ne sais pas si on a par téléphone. Vivian, qui est en régie, peut-être peut me renseigner. Si tu veux bien me répondre, Vivian. Bonjour à tous. Oui, monsieur Aubaret. Daniel Aubaret, là, voilà, je ne voyais pas encore l'image. Et merci d'être avec nous. Je crois savoir que vous aviez quelques soucis techniques, mais les voici résolus. Merci beaucoup. Allez, je vais commencer avec vous, Patrice Lallemand, pour parler des mobilités. Donc, vous êtes directeur de projet communication Lyon Occitanie. Mais justement, on va parler de Lyon. C'est quoi Lyon? Et on va voir le premier slide qui va s'afficher. Alors l'IO, c'est le réseau régional de transport de la région Occitanie, le réseau interurbain, donc qui est composé du réseau de trains LIO, les anciens TER, et le réseau d'autocars LIO. Mais au-delà, plus globalement, l'IO, c'est aussi la politique régionale de toutes les mobilités. On voit émerger aujourd'hui les nouvelles mobilités, les vélos, le covoiturage, etc. Donc c'est globalement la politique régionale en faveur des mobilités. Et à ce titre, donc, l'IO s'inscrit dans la démarche Région à énergie positive, qui est un objectif de la région Occitanie pour devenir une région à énergie positive à l'horizon 2040. Donc, en partant du fait et du constat que les transports représentent, alors là j'ai écrit 30%, mais on est plus proche des 40% en réalité des émissions de gaz à effet de serre pour l'Occitanie. Il devient évidemment pour l'IO et pour les mobilités en général fondamental que de faire baisser
ces émissions. Et on voit sur ce schéma notamment que la part modale, donc c'est-à-dire la part représentée par la voiture, notamment en Occitanie, comme un peu partout en France, est malheureusement encore trop importante, puisqu'on est à 79% contre 6% pour le transport en commun, tout confondu, donc réseau LIO, plus les réseaux urbains, etc., ce qu'on appelle les cars, les bus, les trains, etc. Voilà. Et donc, on est très très loin d'être en capacité base-là de réduire. Donc, il faut être très proactif et très dynamique et très incitatif sur les transports en commun. Voilà, donc effectivement, l'objectif, c'est de s'inscrire dans cette démarche région énergie positive et ça passe par les transports en commun et le réseau LIO. Et justement, quels sont les leviers de LIO pour faire baisser l'usage de la voiture? Alors, il faut commencer effectivement par améliorer l'offre, le service. Pour ça, la région intervient sur énormément de leviers. Donc, sur la slide suivante, vous verrez que l'investissement sur les infrastructures, sur le matériel roulant, parce qu'on ne peut pas demander aux gens d'utiliser des transports en commun si le matériel ou les infrastructures ne sont pas au niveau. Donc ça, j'allais dire, c'est la première base. Donc la région a commencé évidemment depuis plusieurs années, hein, ça n'a pas attendu ces derniers mois, mais à renforcer ces investissements sur les infrastructures en rénovant ce qu'on appelle les petites lignes pour les rouvrir quand c'était possible, parce que souvent l'État n'est pas présent sur ces investissements-là et du coup la région compense et essaie de faire en sorte de remettre du service de train là où c'est possible. Et quand c'est pas possible, accentue aussi le développement de l'offre d'autocars LIO. Donc ça, c'est évidemment la première phase. Il faut ensuite améliorer les dessertes. Et quand j'ai amélioré les dessertes, c'est-à-dire mieux desservir certains sites du territoire et faire en sorte que ce service soit adapté aux besoins de déplacement des usagers. C'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre les besoins de déplacement, les bassins de mobilité et d'adapter l'offre de transport LIO à ces besoins et à ces territoires. Ensuite, le troisième point, j'allais dire, c'est de rendre attractifs et lisibles les tarifs de ce réseau de transport. On a, notamment avec Daniel Aubaret qui prendra la parole après moi, et évidemment toute la direction générale des infrastructures des mobilités, demander à SNCF effectivement d'avoir une politique tarifaire très incitative. Et on fait la même chose sur nos autocars, puisque aujourd'hui tous nos autocars LIO ont des tarifs de trajet qui vont unitaires entre 1 à 2 euros maximum. Donc, c'est évidemment très incitatif. Donc ça, c'est évidemment le troisième levier, c'est permettre d'avoir… je crois que vous êtes allé un peu vite sur la slide, mais il y a encore quelques éléments. Un peu vite, on va peut-être revenir en arrière. Juste effectivement, allez-y, je vous en prie. Ensuite, évidemment, il faut, indépendamment des infrastructures, je crois qu'on va encore un peu trop. Voilà, merci. Au-delà donc des infrastructures, du matériel, de la desserte et de la qualité de service, de la lisibilité et de l'attractivité tarifaire, il y a évidemment tout l'aspect communication. Et là, on va basculer sur effectivement un peu le cœur de mon intervention. Il est important effectivement de communiquer fortement sur l'offre LIO, mais également démontrer que ce service LIO qui remplace quelque part l'ancien TER, c'est un renouveau du transport en commun. Les nouveaux autocars LIO ne sont pas les autocars qu'on prenait il y a quelques années. Beaucoup plus de confort, beaucoup plus de régularité dans les services. Hein. Je crois que, Daniel Aubaret le confirmera, mais les derniers chiffres sur le train régional aujourd'hui, on dépasse les 90% de régularité. Donc c'est quand même, on veut casser cette image du train qui n'arrive pas à l'heure, du train qui n'est pas confortable, du vieux matériel, etc. Pour rendre ce service attractif et donner envie aux gens de reprendre ces transports en commun. Donc tout ça, et y compris cette communication, ont pour objectif de recruter de nouveaux usagers
de fidéliser évidemment les usagers actuels, mais d'aller chercher de nouveaux usagers. Et ça passe effectivement par l'objectif, la stratégie qu'on a appelée, nous, allez-y avec Clio. Voilà, et qui va prioriser, vous allez voir le… Oui, comment vous faites pour recruter et récolter de nouveaux usagers? Alors, c'est là où on rejoint en fait le début de ce webinaire, c'est-à-dire on s'est aperçu que pour les usages du quotidien, le besoin de mobilité, il existe et la mobilité collective y répond assez naturellement, même si là aussi, il faut aller inciter les gens à délaisser leur voiture pour prendre les transports en commun. Mais on s'est dit que le meilleur moyen, la plupart du temps, pour inciter les gens à redécouvrir les transports en commun et peut-être en faire des usagers fidélisés pour leur trajet domicile-travail, c'était sans doute de les inciter à prendre le train ou le car pour leur déplacement de loisirs, leur déplacement culturel ou de tourisme. Donc, effectivement, par un déplacement plaisir occasionnel, entre amis ou en famille, essayer de faire redécouvrir les transports. On a vu cet été, et Daniel reviendra sur cette expérience avec le train 1 euro, que ça marchait bien. Et on a élaboré un travail avec ses équipes, les miennes, et puis celles de la direction du tourisme, pour identifier notamment tous les points d'intérêt touristique de la région et les dessertes avec le réseau LIO, les faire converger de manière à ce que ce soit avec le CRT, notamment que j'ai oublié de citer, le CRT, la direction de tourisme, essayer de proposer une offre touristique et une offre de mobilité qui soit liée pour donner envie d'aller non seulement découvrir le territoire régional, mais aussi d'emprunter le transport en commun dans cette démarche éco-responsable. Alors évidemment, le public touristique visé, j'allais dire, c'est extra-régional, mais comme le disait tout à l'heure Jean-Luc Guillaumont, c'est également, et j'allais dire principalement aussi pour nous, le public intra-régional. On l'a vu avec cette crise sanitaire récente, mais également avec la crise écologique qui est celle qu'on traverse aujourd'hui. On s'oriente de plus en plus vers un tourisme de proximité et de fait, l'IO a tout son rôle à jouer dans la meilleure desserte de tous les lieux d'intérêt touristique et notamment des grands sites d'Occitanie dans cette démarche de promotion de la région Occitanie auprès de ses propres habitants, puisqu'il faut considérer que l'Occitanie étant grande comme un pays, aujourd'hui beaucoup d'habitants de cette région ne connaissent pas bien toute cette région et ont à la découvrir, et pour ça l'IO est un levier intéressant. Donc effectivement, l'objectif final, c'est de faire de ce public qui va découvrir les transports en commun pour des besoins, j'allais dire, occasionnels, de plaisir, de loisirs, de culture, de tourisme, d'événementiel, d'en faire ensuite des usagers peut-être du quotidien qui franchiront le pas en se disant finalement, le train, c'est beaucoup mieux qu'avant, le car, c'est plus du tout l'image que j'en avais auparavant, et pourquoi je ne prendrais pas un abonnement pour aller travailler au quotidien. Voilà. C'est un peu cette logique-là que nous avons mise en place à la fois avec mon équipe et en lien effectivement avec l'équipe de Daniel Aubaret chez SNCF Voyageurs. Daniel Aubaret, on va l'écouter dans un instant. Pour vous dire également, vous pouvez toujours poser des questions. Elles sont nombreuses. Il y en a beaucoup qui arrivent. Notamment, il y en a une, il va falloir préparer la réponse. Patrice, pourquoi? Parce qu'elle est, excusez-moi, posée à plusieurs reprises. Pourquoi vous n'équipez pas les cars LIO à l'arrière avec des remorques pour les vélos? La question est arrivée à plusieurs reprises. Je vous laisse préparer votre réponse. Daniel Aubaret, bonjour. Merci d'être avec nous également. Vous êtes directeur marketing et relations clients à la SNCF TER Occitanie. Alors, j'ai un petit peu de soleil. Du coup, le soleil est ressorti. On va rebaisser un petit peu mon volet parce que je suis ébloui. L'image, voilà, il va, il vient. On ne sait pas trop comment le gérer. Au printemps dernier, Daniel Aubaret, on sort du confinement. Quelles questions vous êtes-vous posées à ce moment-là avec la région pour faire changer les habitudes des mobilités des personnes? Qu'est-ce que le défi et le pari réussi, je dois le dire, et vous allez nous en parler, du transport à 1 euro, le pari du 1 euro? Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, tout à fait. Alors, on remet tout ça dans le contexte. On sort de la crise au mois d'avril. Qui plus est, quand on remet tout ça dans les conditions d'application du transport public, on oblige les masques dans les transports publics.
Et ça a été une vraie opportunité. Aujourd'hui, on pourra en reparler. Et 2, on est sur une place sur 2. Donc, si on fait la photo là direct, on peut se dire waouh, on est mal barré. Sachant que quand on sort de la crise, en Occitanie, sur les trains LIO, c'est normalement 63 000 personnes qu'on transporte tous les jours. Pendant le confinement 1, on était moins de 6 000 personnes. Le challenge qui a été relevé, il a été relevé avec la région, c'est de se dire faisons le pari de faire de cette crise une opportunité. Alors c'est paradoxal parce que la crise elle est difficile, elle est dure, mais on sait très bien aussi que dans les stratégies de crise, quelles qu'elles soient, on peut en faire des vraies opportunités. Et ça a été vraiment la posture de départ. Alors quand on fait ça, on pourrait se dire ok, les risques, on va rassurer nos voyageurs, c'est-à-dire que face au risque de stigmatisation du transport public, parce qu'au mois d'avril, quand on vous dit il n'y a pas besoin de masque sauf dans les transports collectifs, vous pouvez stigmatiser. Donc on dit on va en faire une opportunité, on va rassurer. Donc on va dire aux gens que non seulement voilà, vous risquez rien dans les transports en commun, vous risquez rien dans les trains sont régulièrement nettoyés et désinfectés, ça c'était un prérequis. Et puis on a la chance d'être en Occitanie. Ça veut dire quoi? C'est de nombreuses opportunités. Alors comme l'a dit Patrice, des opportunités fortes par rapport à la stratégie et aux choix qui ont été faits à la région depuis maintenant plusieurs années sur les transports LIO. Ça, c'était vraiment un prérequis. Et puis le deuxième, on l'a vu aussi dans l'exercice précédent, la richesse de l'activité touristique. Et on savait très bien qu'un des leviers de reconquête serait de se dire, et on le voit encore aujourd'hui, c'est pas sur l'activité professionnelle que va se gagner le pari, mais bien sur les motifs de déplacement fréquents ou semi-fréquents ou occasionnels. À partir de là, il faut une recette toute simple pour que ça fonctionne. Alors le premier, c'était le niveau de qualité d'offre. Donc je reviens sur les politiques d'investissement successives qui ont été faites par la région, avec des trains aujourd'hui neufs. On a eu encore 18 rames aujourd'hui en 2020 neufs qui ont été achetés, qui circulent. Les belles rames LIO qui sont là. La notion aussi d'offre, en 2020, c'est pas beaucoup vu avec la crise, mais il y a eu 7% de rajout de trains sur l'ensemble du territoire, c'est énorme à l'échelle d'un territoire. Et puis Patrice l'a soulevé aussi, c'est que chasser les idées reçues, quoi. C'est pas vrai, les trains n'arrivent. On parle souvent des trains qui arrivent en retard. À fin octobre, 92% des trains d'Occitanie qui circulent, et c'est plus de 500 trains tous les jours. C'est-à-dire, on ne parle pas de 10 ou 20 trains, c'est 500 trains qui circulent quotidiennement, arrivent à l'heure. Donc ça, c'était le premier élément de base. L'ingrédient était là. Le deuxième, on le sait, quand vous traversez une crise, qui plus est, qu'il n'y a pas que le pouvoir d'achat, c'était le cas là, il faut aller sur les petits prix. Et là, le pari de la région qui nous a dit bingo, on a la chance en Occitanie d'avoir depuis 2015 une tarification 1 euro, puisque c'est sa date de mise en œuvre. Et là, le pari, il a été de dire, évidemment, les 6 premiers mois de l'année ont été très flats sur les ventes. On se dit, on y va. Est-ce qu'on est cap ou pas cap, de mettre 1 million de billets 1 euro vendus cet été? Alors, quand on parlait de l'été, c'était 1er juin, 30 septembre, pour pouvoir aller reconquérir ces voyageurs. Et objectivement, quand on est au mois d'avril, on se dit, allez, on y va. Ça paraît ambitieux, mais on y va. La façon de le traduire, c'était trois niveaux. C'est de dire, on va toucher les tout publics, pour tout citoyen Occitanie. Ça s'est vu par les week-ends à 1 euro dès le mois de juin, les samedis, les dimanches, quelle que soit votre catégorie d'âge. Vous pouvez faire, du moment où vous montiez dans une gare en Occitanie, que vous descendez dans une gare Occitanie, vous pouviez faire de la Tour de Carole Beaucaire, si vous voulez, avec 3 correspondances, si vous en aviez envie. Vous bénéficiez de ce prix unique de 1 euro. Ça, c'était les week-ends. On a démarré à 5 000 le premier samedi. On a fini le dernier samedi à 24 000. Voilà, donc vous voyez la courbe de fréquentation. Et puis, le pari a été fait sur les jeunes. Et là, c'était un pari gagnant. C'était un pari gagnant parce que 20 ans en 2020, ça va être compliqué l'histoire. Et on se dit, pourquoi les jeunes? Un, ils ont des besoins de mobilité, ils sont actifs. 2, c'était clairement vu que les Français allaient rester en France cette année, les Occitans allaient rester en Occitanie. Et donc, les jeunes qui avaient des envies de bouger, c'est de leur dire, tiens, pourquoi pas leur dire, voilà, vous allez aussi pouvoir bouger en Occitanie. Et puis, ce qui est intéressant aussi sur ces jeunes, il y a beaucoup d'appétence digitale. On va le voir après dans les chiffres, dans le parcours d'achat. Et puis, j'allais dire aussi des jeunes qui sont prêts à changer leurs habitudes de mobilité. Il y a 30 ans, quand vous interrogez des jeunes à la sortie de l'université, qu'est-ce que vous allez acheter en premier? C'était la voiture individuelle, c'était le premier levier. Aujourd'hui, la voiture, ça passe en 10 ou 15e position. Par contre, le sentiment de liberté, de pouvoir piloter, de pouvoir choisir, d'avoir cette liberté de choix, c'était vraiment des éléments. Au final, quand on fait donc on lance l'opération au mois de juin, le premier samedi, ça démarre tout doucement, 5 000, voilà, on se dit, waouh, ça va être compliqué. Et alors là, après, ça a été une montée en puissance progressive. Le fait marquant, c'est le 23 août, ou le 23 août, là où normalement on s'était donné
quasiment au fin septembre pour arriver au million. Hein. Le 23 août, on avait atteint le 1 million de billets vendus. Vous avez les chiffres ici qui sont les 1 300 000 billets vendus. Hein. Donc, vu les leviers, c'est 57% de jeunes, c'est 20% de nouveaux clients jeunes acquis sur cette période-là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que 30% des achats se font le jour J, 30% le jour J-1. On est dans un usage de la mobilité assez spontané, hein, mais c'est normal, c'est des jeunes. Hein, donc, ça veut dire que on est allé carrément chercher chez Blablacar. Hein, c'était le but aussi, c'était carrément affirmé la volonté avec Patrice et ses équipes, hein, c'est de dire mais c'est pas possible. On a des jeunes qui prennent du Blablacar, ben, demain il faut qu'ils prennent les trains Lio. Et on est dans le même parcours d'achat. C'est simple, 3 clics, j'achète, c'est compétitif, c'est pas cher. Et les chiffres sont là, c'est-à-dire qu'on finit au final, hein, quand on fait la photo panoramique nationale, la région Occitanie, avec cette stratégie-là, est la seule région de France à avoir eu une progression de fréquentation sur l'été 2019, et pas qu'un peu, hein, 10% de fréquentation. Vous prenez toutes les régions de France, y compris les voisines, hein, qui sont avec des attraits touristiques, ben, ils sont en négatif, ils sont sur du -15 ou du -20. Vous pouvez prendre Nouvelle-Aquitaine, vous pouvez prendre Grand Sud. Hein. Ce n'est pas que l'effet touristique, c'est la combinaison de tous les éléments. Et ce qui est intéressant, et je conclurai ce slide sur ça, c'est aussi prendre conscience en quoi la mobilité et le tourisme sont très liés. Alors évidemment, on pense tout de suite se dire, bah forcément, pour aller sur un site, j'ai besoin de me déplacer. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand vous partez d'un site, les derniers instants que vous passez sur le site, c'est de la mobilité. Donc globalement, et on le voit, et c'est en lien avec tout ce qui nous amène aujourd'hui à travailler avec Jean Pinard et ses équipes, hein, c'est en quoi la mobilité est vraiment un élément essentiel dans le parcours et dans l'expérience citoyen sur je fais le choix de me rendre à un lieu. Il ne faut pas oublier que quand il va le quitter, qu'il vienne en voiture ou qu'il vienne en train Lio, le but c'est qu'il vienne en train Lio, les dernières minutes qu'il passera sur le territoire, ça sera en mobilité. Et du coup, si ça se passe mal, vous pouvez imaginer l'impact que ça peut avoir sur tous les bénéfices qu'il y a pu y avoir auparavant. Voilà. En quoi, j'allais dire, nous sommes, nous, partie prenante hein, dans tous ces enjeux de relance d'activité touristique sur le territoire. Merci beaucoup pour ce premier éclairage. Justement, puisqu'on parlait des jeunes et que vous en parliez il y a un instant, quels sont les enjeux vis-à-vis de ces jeunes? Alors ces jeunes, on peut passer au stade suivant, c'est que quand on a réfléchi avec Patrice et ses équipes, on s'est dit, on le voit aujourd'hui, on voyait bien que la mobilité, et c'est encore vrai aujourd'hui, il faut repenser complètement le modèle qui était essentiellement axé sur le domicile de travail ou sur le professionnel. L'avantage des jeunes, c'était un terrain fertile au départ. Hein. C'est-à-dire le fait de se dire, voilà, et c'est encore plus vrai aujourd'hui d'ailleurs, on sort là de la vague numéro 2, c'est complètement d'actualité. C'est-à-dire que quand vous avez 20 ans, quand on vous dit vous allez rester chez vous, on va vous contraindre, vous tirez tous les freins en main. Donc, c'est une clientèle qu'il faut particulièrement écouter avec des offres bien ciblées parce qu'on sait que c'est très réactif derrière. Le deuxième aussi, c'est que dans la conquête du changement des habitudes, c'est compliqué de changer ses habitudes. Pour eux, c'est simple. Et il y a une vraie prise de conscience aussi environnementale. Et ça, c'est important. C'est en quoi demain, je fais le choix d'un mode de société différent. Et dans ce mode de société différent, je vais me déplacer différent. Du coup, on s'est dit, il ne faut pas s'arrêter là, parce que quand on a fait le bilan de cet été, sur les chiffres de 20% de nouveaux jeunes, on s'est dit, mais au mois de septembre, OK, il y a les week-ends à 1 € qui continuent, mais le 1er octobre, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Et là, la réflexion qu'on a avec Patrice, c'était de se dire, on a activé un autre levier. Cet été, c'était les petits prix, l'alignement des planètes. Là, on est sur la simplification du parcours d'achat. L'idée, c'est quoi? C'est que les jeunes, historiquement, ils avaient dans la gamme tarifaire de Lio la possibilité de voyager à moins 50%. Jusque-là, il n'y a rien de nouveau, mais il fallait faire une carte. Donc, il fallait faire sa carte, il fallait se déplacer, il fallait mettre une photo, il fallait attendre 5 jours. Donc, on était dans un processus parcours citoyen qui n'était pas forcément simple. Au 1er octobre, avec la région, on dit on enlève la carte. C'est juste tout simple, on enlève la carte. Et c'est 3 clics, j'achète. Alors évidemment, très, très lié aussi avec le parcours d'achat digitalisé. Hein. Résultat des courses, vous les avez là. C'est 220% de plus de billets vendus du 1er octobre à fin novembre. Paradoxalement, sur la période de confinement V2, là, alors que normalement, les étudiants, les jeunes sont censés ne pas bouger, nous avons fait au mois de novembre plus 112% de fréquentation sur ces jeunes-là. Donc, encore une fois, on voit qu'une bonne analyse du segment des jeunes et en quoi on peut accélérer le processus. Et là, un deuxième levier qu'on a activé, c'est on simplifie le parcours d'achat. Le prix, il n'a pas bougé, c'est du moins 50%. Et là où avant, pour acheter, il fallait avoir une démarche un peu longue, ce n'est pas du spontané, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde les usages qui sont faits, c'est que 75% des achats sont faits le jour J. Il faut bien intégrer dans le processus de qu'est-ce que je veux faire, c'est vrai dans un site touristique, hein,
il y a beaucoup d'achats impulsifs aujourd'hui ou de choix impulsifs de mobilité. Du coup, si votre dispositif derrière n'est pas adapté à cette impulsivité et à cette souplesse, vous perdez de l'audience et vous allez avoir des jeunes qui vont aller sur du Blablacar ou d'autres systèmes. Aujourd'hui, la tarification Occitanie, elle est très attractive pour les jeunes, elle est plus compétitive que Blablacar. On a simplifié le parcours d'achat et résultat, vous avez les chiffres qui sont là, qui sont aussi atypiques. Hein. Anecdotiquement, une autre région a juste fait la carte gratuite. La carte, elle coûtait 15 €. Ben, ça ne marche pas. Le problème, ce n'était pas la gratuité, c'était le fait de pouvoir enlever une contrainte technique plutôt que de payer 15 € sa carte. Alors, une autre question également, est-ce qu'on doit faire, et on va voir le slide suivant qui va arriver dans un instant, hein, donc les jeunes de moins de 26 ans dans les trains Lyon, mais au-delà de ce que vous allez décrire là, j'ai une grosse question concernant effectivement le contexte. Est-ce qu'on doit faire de la crise actuelle une force? Est-ce qu'il s'agit là d'une obligation de changer ses habitudes de mobilité? Est-ce qu'on peut le faire tout seul? Alors, absolument pas. L'union fait la force. Je donne déjà la conclusion. On voit bien aujourd'hui que chacun, respectivement, dans nos régions, dans nos territoires, on a nos atouts respectifs. Hein, et nous sommes un maillon du dispositif. Et ce qui fait la force de la chaîne, hein, c'est l'ensemble des maillons. Et ce qui a fait le succès, la réussite de ce qu'on a pu voir, hein, c'est vraiment ça. Et nous, on croit beaucoup, et on y travaille avec Jean Pinard, sur l'été qui arrive. Hein. Pourquoi? Parce que pris isolément, il y a plein de maillons très forts, il faut juste les lier entre eux. Et ce qui est important aussi dans ce choix-là, c'est qu'on le voit, hein, il y a une richesse de possibilités. Et il faut, entre guillemets, il faut choisir nos combats. La mobilité en train Lyon, en autocar Lyon ne marche pas partout. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas fluide dans le parcours pour aller d'un point à un point B, pareil de Rocamadour tout à l'heure. Rocamadour, la gare, elle est à 3 km, quoi. Donc concrètement, si vous voulez valoriser la possibilité de vous rendre en train Lyon sur Rocamadour, il faut bien traiter le parcours dans son ensemble. Il y a des limites, c'est-à-dire que même une correspondance, au-delà d'une correspondance, vous perdez déjà 30% des flux, hein, des potentiels. Avec 2, c'est fini, c'est pas possible. Hein. Donc je pense que c'est important de bien analyser et comprendre aujourd'hui le site qui va bien, le processus qui va bien, bien le valoriser. Du coup, le donner en visibilité. Et là, c'est très important. On travaille avec Jean Pinard hein, sur l'ensemble des leviers. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que nous, notre approche de la mobilité, c'est qu'on est au service des territoires. Ça, c'est vraiment important. C'est le dénominateur commun. On partage des valeurs sur les territoires. On partage déjà la valeur du territoire. On partage aussi la valeur de l'authenticité et des richesses de chacun des territoires qui font la force de ces territoires et la mobilité et la façon d'irriguer ces territoires-là. Et aujourd'hui, on y travaille et c'est tout la préparation pour l'été prochain. C'est comment la mobilité permet d'irriguer l'ensemble du territoire. Ce qu'il faut retenir aussi de cet été, c'est que dans les idées reçues, c'est pas le littoral qui a le mieux fonctionné cet été dans les 1 million de billets vendus, la 1 300 000. Hein. C'est l'ensemble des territoires. Et le tourisme vert, c'est-à-dire sur le quart nord-est, en direction d'Albi, de Rhodes, sur l'Écosse aussi, sur les Cévennes. Hein. C'est ces territoires-là aussi qui ont bien fonctionné. Et on voit bien que il faut bien comprendre à qui on veut s'adresser. Il faut bien s'assurer que l'offre qu'on monte, elle est lisible. Pour une famille avec 3 enfants, il faut qu'elle soit simple. Hein. Il faut qu'elle soit fluide. Si je sors d'une gare et que je dois prendre un car Lio pour m'amener à ma destination, il faut que le car Lio il soit devant la gare. Il faut que quand je descende de la gare, ça soit simple et que j'ai tout de suite navette Lio autocar qui soit indiqué. Et quand on fait ce travail d'analyse-là, ça fonctionne, ça marche et la réussite est au rendez-vous. Merci beaucoup, M. Aubaret. En avez-vous terminé pour votre présentation? C'est tout bon pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Merci à tout le monde. Je vous rappelle, donc, vous pouvez poser vos questions qui seront traitées ultérieurement et une petite synthèse. J'en prenais quelques-unes au hasard, évidemment, tout à l'heure, comme je l'ai fait pour la première partie. Jean Pinard, vous êtes avec nous? Est-ce que vous m'entendez? Je suis là. On n'a pas... Voilà, votre son est connecté. Merci beaucoup, M. Pinard, d'être avec nous. Vous êtes, je le rappelle, le directeur général du CRT d'Occitanie. Et avec vous, on va parler justement de ce lien avec la mobilité, parce que beaucoup de choses viennent d'être dites, que ce soit par Patrice Lallemand ou Daniel Aubaret, pardon. Moi, j'aimerais que vous nous parliez, en lien avec la mobilité, de la présentation de la signature, et qu'on voit à l'écran à l'instant, les voyages qui font grandir. Peut-être pour faire le lien avec ce qui est dit, moi, juste un petit mot pour démarrer. Moi, j'ai la chance d'être un directeur de comité régional de tourisme dans une région où
les efforts sur la mobilité ont été, je le pense sincèrement, le plus gros bénéfice pour encourager les populations qui avaient peut-être pas forcément l'habitude de partir en vacances, parce que, ou même en loisir, parce que un billet de train à 1 euro plus une carte oxygène monétisée par le conseil régional à 300 euros, vous comprendrez qu'un certain nombre de familles qu'on n'avait pas l'habitude de voir sur les sites de loisirs qui ont pu voyager. Et j'avais demandé l'autre jour à Daniel Aubaret quelle était la part de réduction offerte par la région quand on prenait un billet à 1 euro. Donc la moyenne, hein, Daniel, je crois que c'est 9 euros. Donc multiplier 1 300 000 billets par 9 euros, et vous avez la part du pouvoir d'achat, j'utilise les mots de la présidente de région, hein, la part du pouvoir d'achat redonnée à des voyageurs et à des touristes, hein, quelque part, parce que beaucoup d'activités touristiques à travers ces billets à 1 euro, cette part de pouvoir d'achat, elle a largement bénéficié à l'économie touristique et c'est quand même une vraie chance pour nous. Alors après, par rapport à vos questions et à notre signature, nous, on est convaincus depuis un certain nombre de mois, et ça date même d'avant la crise, que dans les croissances de notre économie, dans les vecteurs de croissance de notre économie, la part des clientèles d'Occitanie et la part des clientèles qui ne partent pas en voyage mais qui habitent en Occitanie va contribuer à développer de la croissance touristique. Alors, a fortiori dans une année où malheureusement on ne peut pas faire venir de clientèle étrangère. Mais notre dépendance aux clientèles étrangères, alors c'est pas vrai partout sur tout le territoire, mais c'est pas la même que la dépendance de la Côte d'Azur ou Paris qui a perdu 90% de ses nuitées, Lourdes qui a perdu beaucoup malheureusement, mais le reste de l'Occitanie, Daniel Aubaret citait par exemple le Massif central, voilà, on est quand même sur plus 15% cet été, donc on a des atouts pour résister à ces crises, qui n'est pas que conjoncturelle, hein, qui va devenir un peu structurelle aussi à la sortie, parce que les gens vont voyager différemment. Et nous, ce qu'on voulait à travers cette signature des voyages, c'est d'abord revenir à l'essence même du tourisme. Ce qui fait le tourisme, c'est le mouvement, c'est le fait d'aller vers l'autre. Ce qu'on appelait le grand tour en Suisse, hein, c'est des aristocrates anglais qui ont voyagé. Et l'idée du voyage qui fait grandir, c'est que même si on part de chez soi et qu'on fait qu'1 heure de TER pour arriver dans un endroit complètement insolite qu'on n'a pas l'habitude de visiter, bah oui. Et si on y amène en plus ses enfants, ben oui, on aura une journée qui va nous faire grandir parce que on aura une autre activité. Donc, si on peut passer la slide suivante, simplement pour l'exprimer et pour revenir à ce que disait Patrice Lallemand tout à l'heure, le tourisme est un contributeur aux gaz à effet de serre et la contribution du tourisme, c'est principalement le voyage. Alors, c'est pas tant le voyage en train et en bus, hein, c'est beaucoup plus le voyage en avion. 8% des gaz à effet de serre au niveau mondial. Et l'idée, c'est de dire, si on peut avancer juste la slide suivante, je ne sais pas qui est à la manœuvre. C'est ici. Aujourd'hui, c'est peut-être pas de voyager plus, mais c'est de voyager mieux. Et nous, c'est de construire finalement notre positionnement, notre vision du tourisme à travers ce que nous appelons l'occitalité. Je ne vais pas le redire ici parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. La diversité, parce qu'on est une région grande comme un pays et qui a la chance de pouvoir bénéficier de tout ce qui fait finalement les paysages et la diversité d'une destination touristique. Et puis la responsabilité par rapport aux grands équilibres écologiques et sociétaux sur lesquels on doit nous aussi s'engager. Alors, une fois qu'on a dit ça, une fois que vous avez compris que on veut engager avec Patrice et Daniel Aubaret des réflexions de partenariat, la première d'entre elles, c'est comment on connecte de l'information touristique à l'information transport. On vient les équipes viennent de connecter des bases d'information. On vient de se rendre compte, par exemple, que 10 000 objets touristiques, alors un objet touristique, c'est un hôtel, un gîte, c'est une randonnée, 10 000 objets touristiques qui sont dans notre base, et il y en a 100 000, donc c'est quand même 10%, sont à moins de 15 minutes à pied d'une gare. Voilà, rien que de mettre cette information sur nos systèmes d'information touristique et de dire, voilà, vous pouvez y aller en train, vous pouvez y aller en bus, va à mon avis fondamentalement changer la chose parce que on change la problématique d'information et on change la problématique d'offre. Je rappelle quand même qu'en transport et en tourisme, on est dans un cas dans un dispositif très spécial, c'est l'offre qui fait la demande. Vous prenez Ryanair qui met un avion pour aller de Rodez à Dublin et tout d'un coup, vous avez des tas de Bruténois qui montent dans l'avion pour aller à Dublin alors qu'ils n'y seraient jamais allés s'il n'y avait pas eu cette offre-là. Donc le billet à 1 euro, ça relève de la même stratégie que Ryanair, sauf que là, c'est
plus vertueux et c'est plus engagé par rapport à ce qu'on veut faire au niveau régional, puisqu'on n'envoie pas les gens à l'extérieur. Alors, j'avais mis quelques diapos juste pour illustrer, pour ne pas être trop long, si on peut les avancer. Oui, en ça prenant arrive. l'exemple de nos amis suisses. Pardon? Oui, ça arrive, Alors, ça arrive. Ça demande quelques secondes à chaque fois. En Dites-nous si c'est prenant l'exemple celle-là. si on peut avancer encore. Encore, on va prendre la suivante. C'est pas forcément, c'est celle-là. Non, celle d'après. Encore celle d'après. Voilà. Je voulais juste poser le débat aujourd'hui de ce que nous travaillons avec SNCF et l'IO sur la question du service et l'innovation. Jean-Louis Guillaume en fait référence tout à l'heure à l'innovation. Moi, j'insiste pour dire que l'innovation, c'est pas de la techno sur de l'ancien. C'est bien plus que ça. Et j'aime bien rappeler ça. L'innovation, si on la pose à l'intérieur d'une entreprise, c'est toujours une réflexion de process. L'innovation, si on la pose à des clients, c'est une réflexion de service. Donc, c'est quoi aujourd'hui les différents services et les nouveaux services qu'on est capable d'apporter, alors qu'on a l'impression, avec nos 100 000 objets touristiques, de pouvoir donner toute l'information nécessaire pour partir consommer des activités de loisirs à tous les habitants d'Occitanie. C'est pas vrai, parce que si on connecte pas ces informations, Daniel Aubaret a cité tout de suite Rocamadour. Moi, je pourrais vous citer Cordes, qui est un grand site d'Occitanie, qui est un des plus beaux villages de France, et qui fait, je crois, un peu plus d'1 million de visiteurs annuels. La gare de Cordes, elle est, je crois, à 3-4 km. Un corps de 20 tracts, c'est à 3-4 km. J'ai regardé tout de suite sur les sites de voyage SNCF. Il y a un train à 13h03 qui arrive à 13h59 à la gare de Cordes. Est-ce que tous les jours de l'été, en lien avec l'Office de tourisme, on est capable de mettre un bus qui vient chercher les gens à la gare de Cordes, alors peut-être pas à 13h59 parce que c'est un peu tard dans l'après-midi, mais plutôt autour de 10h, et qui les ramène le soir à la même gare pour rentrer chez eux à Toulouse, parce que Cordes, Toulouse, c'est même pas 50 minutes de train. Voilà, cette réflexion stratégique, elle est importante. Alors pour l'illustrer, je voulais mettre l'exemple des Suisses, comme ça vous l'aurez bien en tête, parce que on y travaille, mais on n'est encore pas tout à fait prêt à vous présenter ça, si on peut avancer. Oui, ça arrive. On a toujours un petit décalage technique, mais ça arrive. Voilà, c'est le décalage horaire. Les Suisses, ils ont un site internet, moi, dont je me sers beaucoup de modèles. Puis, comme je suis natif de la frontière suisse, je me suis beaucoup inspiré de ce que font les Suisses. Et les Suisses sont plutôt les champions du monde du train. Hein. Je ne veux pas faire de l'ombre à la SNCF, mais ça fait très longtemps que les Suisses ont développé une offre ferroviaire exceptionnelle, une offre de transport collectif exceptionnelle. J'ai pris randonnée hiver, j'en pris n'importe quoi. On a une carte qui s'affiche. Vous choisissez une destination qui vous permet de faire une balade en hiver en raquette ou à pied. Je crois que j'ai choisi Oberdorf. Donc, si vous allez à peine plus loin sur la diapo suivante, vous avez les Suisses qui vont vous présenter ce que la rando vous permet de voir, ce que vous permet de faire avec une petite carto. Voilà, qui vous dit combien de temps la rando, combien de kilomètres, bon, des choses assez classiques. En général, mais j'ai pas mis toutes les photos. On vous met aussi les photos des animaux sauvages que vous pouvez voir. On vous met la petite buvette si vous voulez vous arrêter. Enfin, quelques éléments de motivation qui vous permettent d'amener vos enfants qui traînent souvent la patte pour mettre des chaussures de randonnée et puis suivre les parents là-dessus. Et puis, si on passe à la diapo suivante. Alors, la diapo suivante, je ne sais pas de laquelle vous parlez parce que ça s'arrête là, dans notre diaporama. Ah non, il y en a une après. Alors bon, je vous laisse l'imaginer. La diapo suivante, c'est juste à côté de cette petite carte, les Suisses qui ont un onglet et qui mettent « J'y vais en train ». Et la diapo suivante, c'est une carte qui s'affiche où vous avez la gare d'arrivée, celle qui vous permet de partir avec vos chaussures en sortant du train pour faire cette randonnée, et la gare de départ que vous remplissez. Alors, j'avais mis Toulouse pour montrer que l'information était instantanée. Alors, je crois qu'il y a 12 changements pour arriver depuis Toulouse jusqu'à cette gare. Mais imaginez que vous habitez Toulouse et que vous voulez à Cordes-sur-Selle, il n'y a pas de changement. Et c'est d'arriver à ce niveau de service. Moi, je partage complètement l'avis de mes collègues qui gèrent le transport, que ce soit les bus ou les trains, qu'on pourrait finalement prendre la problématique de l'information touristique à l'envers. Et de partir de l'offre de transport pour dire, voilà, je prends ce train entre Toulouse et Souillac, et voilà toutes les gares qui sont desservies par ce train, et si je descends à cette gare, voilà toutes les animations touristiques ou les offres de loisirs qui peuvent être proposées. Et on pourra, et en tout cas j'espère pour cet été, finalement connecter une offre touristique à une offre de transport en disant, voilà, je veux faire du kayak, j'habite Toulouse, et je veux y aller en train. Quelles sont les lignes de train qui me permettent d'aller faire du raft à Quillan, parce qu'en changeant Carcassonne,
j'ai un train qui m'amène à Quillan, ou du canoë-kayak sur la Dordogne, parce que en descendant à Souillac, je peux le faire, ou la gare de Pau en descendant à Lannemezan, et faire en sorte que, et c'est là où le service, à mon avis, est important, d'appeler des prestataires de loisirs en disant, voilà, est-ce que vous êtes capable de jouer le jeu? Alors, pas sur tous les horaires de train, hein, mais sur le train du matin, uniquement le samedi ou uniquement le dimanche en juillet-août, de venir chercher des clients qui se sont inscrits pour faire cette descente de raft ou cette descente de kayak, leur éviter de faire leur dernier kilomètre à pied et leur éviter, parce que le dernier kilomètre à pied est trop long, de prendre la voiture en disant c'est plus facile si je prends la voiture. Voilà. Si on arrive à ça, tout à l'heure, les prestataires qui travaillent sur Occitania nous ont dit que c'était une région pilote en la matière puisque c'était la première fois que ça se faisait. Si on arrive à ça, je pense que nous serons la première région de France et de loin à s'engager sur ce niveau de service et connecter une information de transport à une information de tourisme. Et pour faire le lien avec le GSO, ben nous, ce qu'on aimerait, c'est tester ces nouveaux services, parce qu'il faut bien démarrer à un moment hein, et qu'on ne pourra pas tout faire d'un seul coup, mais tester ces nouveaux services en partenariat donc avec Rio et SNCF et en partenariat avec les offices référents des grands sites Occitanie pour connecter une offre de loisirs, la visite de Padirac, la descente de kayak, la randonnée, ou je ne sais pas quelle autre activité, le musée Soulage à Rodez, et connecter ça à une offre de transport. Merci beaucoup, Monsieur Pinard. En avez-vous terminé votre présentation? Bon, écoutez, moi, si vous me donnez la parole jusqu'à midi, je la prends jusqu'à midi, mais… C'est une question fermée et pas ouverte. On va passer aux questions. Puis je redonnerai la parole également juste après les questions et vos réponses à Jean-Louis Guillaumont, évidemment, qui interviendra également sur cette thématique des mobilités. Alors, on a plein de questions. On a beaucoup de questions. On est totalement cohérent dans cette dimension de tourisme durable. Bon, ça c'est Claire qui nous fait cette jolie réflexion. Merci à Claire, évidemment. On en a d'autres. Hein. Je vais vous les donner. La voici peut-être plus importante sur les enjeux. Il faudrait relier les GSO entre eux et pas seulement à Toulouse et à Montpellier. Alors, pas forcément une réaction. La mobilité, on en a parlé. Tiens, la question pour Patrice Lallemand que je posais tout à l'heure, parce que en fait, c'est plus une question, c'est une demande. On vous demande sur les cars Lio d'installer des porte-vélos. Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que vous y réfléchissez, Patrice? Alors oui, on y réfléchit. Il y a des expérimentations qui vont être menées, mais ce n'est pas un sujet simple puisque il y a parfois des idées comme ça qui paraissent séduisantes sur le papier, et quand on cherche à les rendre concrètes sur le terrain, on s'aperçoit qu'effectivement, accrocher un vélo à l'arrière d'un car, ça pose des problèmes de ponctualité du car, parce qu'effectivement, si on a beaucoup d'usagers qui font arrêter le car longtemps pour accrocher leur vélo, en plus, le dernier qui a accroché son vélo n'est pas forcément le premier qui descend. Enfin, et donc, c'est pour ça qu'on expérimente, parce qu'il y a ces sujets-là. Donc, quel système d'accroche le plus performant, qui rendent aussi l'usager le plus autonome pour éviter que le conducteur n'ait à descendre systématiquement du car pour aider la personne à accrocher son vélo, à le décrocher. Et ensuite, il y a des problèmes de sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, les routes d'Occitanie, ou parfois, tout au moins, sont relativement étroites. Ça veut dire que le car se stationne sur la voie publique et la personne intervient du coup à l'arrière du car et se met un peu en danger par rapport au trafic automobile. Donc voilà, il y a toutes ces questions-là qui sont de vrais sujets et qui représentent du coup l'intérêt de faire une expérimentation de terrain et en réel. Ok, on a compris, vous y travaillez. Et peut-être une proposition qui était une question là aussi, c'est Marie-France qui pose cette question. Dans les territoires, pas évident d'atteindre l'arrêt de bus Lio à pied, on perd l'intérêt de prendre les transports en commun. Peut-on favoriser la multimodalité simple, le dernier kilomètre à vélo? Alors, le vélo n'est pas sur le bus, il est peut-être à l'arrêt de bus. Ça aussi, vous y réfléchissez? Oui, effectivement, toutes ces questions-là, je crois que demain va être adopté le plan vélo régional à l'Assemblée plénière. Et les pistes, évidemment, sont le travail sur la sécurisation des voies cyclables, c'est-à-dire une vraie collaboration entre la région et toutes les collectivités territoriales pour créer un vrai réseau cyclable sécurisé, c'est-à-dire en dehors des routes,
pas seulement juste des traçages au sol. Hein. Donc c'était un travail effectivement de long terme. Donc ça participe aussi de la part plus importante que prendra le vélo dans les déplacements. Mais effectivement, et on peut en parler avec Daniel aussi, il va y avoir une aide aussi à l'achat d'un vélo pliable pour prendre le train. Ça va être mis en place très prochainement. Il y en a déjà une qui existe. Hein. On va préciser qu'il y en a quand même déjà une. Évidemment, il y a l'éco-chèque région, hein, bien évidemment, qui permet d'acheter soit vélo, soit vélo assistance électrique, etc. Mais de plus en plus, il faut effectivement travailler, et le plan vélo va le permettre, sur la possibilité de stationner en toute sécurité son vélo dans tous les pôles d'échanges multimodaux, dans les gares, etc. Donc ça fait partie également du plan vélo. Merci Patrice. Autre question de Daniel. Des matériels LIO peuvent-ils être mis en place pour des manifestations locales, exemple sur un week-end en navette entre plusieurs lieux? Est-ce qu'on peut imaginer que… Alors on parle de privatisation du train. Ouais, c'est ça la question. La question des matériels, j'imagine que ce sont les supports de transport. J'entends par navette plutôt des cars ou des minibus, etc. Oui, ça. Les supports de transport, oui. Alors, il y a sur certains départements des navettes saisonnières qu'on met en place pour un certain nombre de sites. Je sais que c'est le cas en Lozère, par exemple. Mais oui, tout à fait, ça peut s'étudier. Pour des festivals aussi, il y a eu parfois la mise en place de services d'autocars LIO. Après, je ne sais pas si Daniel veut compléter sur le plan ferroviaire, s'il y a des choses comme ça qui peuvent sur l'événementiel, alors vivement que ça revienne d'ailleurs, l'événementiel dans le contexte actuel, mais en tout cas oui, ça marche très bien. Hein. Il y a déjà aujourd'hui des événementiels historiques avec un accès train. Alors le plus connu, hein, ce sont tout ce qui va les feux d'artifice, donc celui de Carcassonne, hein, a très bien fonctionné. Celui de Collioure aussi fonctionne très bien. Et on voit qu'il y a un vrai sujet de travailler aussi sur ces événementiels-là. Et puis en 2021, on aura un magnifique événementiel en Occitanie, c'est le Tour de France. Et donc on voit comment aussi à travers ces événements-là, on doit proposer des offres de mobilité. Alors soit parce qu'elles existent déjà avec l'offre LIO, et puis soit avec la région. On est des fois sollicité par des particularités, notamment des trains. Je prends l'exemple du feu d'artifice de Carcassonne. Des trains qui roulent à minuit ou 1h du matin, il n'y en a pas normalement. Et là, c'est un travail qu'on mène avec la région sur la possibilité de faire des plans de transport spécifiques pour ces événements-là. Et là, c'est encore pareil. Hein. En plus, l'avantage des événementiels, c'est qu'il y a souvent une contrainte d'accès voiture. Donc, c'est une vraie valeur. Donc, du coup, quand on anticipe bien l'événement, quand on propose des offres simples qui sont bien ciblées, ça marche. Collioure, hein, c'est plus de 8000 personnes qui prennent le train pour aller au feu d'artifice de Collioure. Hein. Et je pense qu'on a un bel été qui arrive avec le Tour de France. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire avec toutes les nombreuses étapes qu'on aura en Occitanie pour valoriser aussi comment on pourra suivre le Tour de France et se rendre sur les lieux de site d'arrivée ou de départ en train ou en autocar LIO. Puisqu'on parle toujours de LIO, et puis après on reviendra sur une question peut-être avec plus d'enjeux aussi, mais là aussi d'un point de vue pratique, est-ce que les LIO, et c'est Cynthia qui pose cette question, est-ce que les LIO desservent les stations thermales en région? Ça, c'est une belle question pour Jean-Louis Guillaumont, mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que les LIO desservent les stations thermales? Alors oui, les stations thermales et les stations de ski, il y a toute une offre, effectivement, j'ai oublié d'en parler, qui se met en place notamment dans cette période. Enfin, là, on est un peu effectivement impacté par ce qui se passe sur les stations de ski. Mais effectivement, il y a des lignes, que ce soit l'opération Ski Rail qui va être reconduite, mais effectivement, des lignes spécifiques qui vont être mises en place par autocar entre certaines villes et les stations de ski. Et je crois qu'il y a des stations thermales également dans le lot. Merci Patrice. Alors, il y a beaucoup de questions, et beaucoup de questions d'un point de vue géographique très ciblé. La région répondra à toutes ces questions, je vous le rappelle. Je vous rappelle également que ce webinaire est enregistré, mais la dernière pourrait être la suivante. Quels sont, d'après vous, à tous les trois, et peut-être plus à Jean Pinard, cette dernière question, quels sont d'après vous les leviers du succès pour un développement des modalités collectives et douces en Occitanie? Alors, moi, sans hésiter, alors, il y a la réflexion de l'offre, mais vous avez compris que la région est très fortement mobilisée par rapport à ça. Je pense qu'on a une densité de réseau entre l'IO et
le ferroviaire très fortes. On pourrait compléter par des offres de taxi, parce que à la question du dernier kilomètre, un site qui s'appelle Rome to Rio, hein, qui est plutôt spécialisé dans l'information de transport, n'hésite pas, par exemple, à préciser que si on veut aller jusqu'au Montégual en transport collectif, il y a un moment, je crois, alors je ne sais plus où ça s'arrête exactement dans le gare, le bus s'arrête et puis après, il n'y a que la solution taxi. Et Rome to Rio a la bonne idée de dire, mais si vous êtes 4, regardez le prix du taxi, ça ne va pas vous faire très cher et vous pouvez quand même y aller en transport collectif et puis ensuite, c'est le taxi qui vous amène tout au bout derrière. Donc, derrière l'informatique, l'offre, pour moi, le point le plus important, c'est l'information. C'est comment on est capable de pousser de l'information qui nous amène à considérer que l'offre aujourd'hui est largement, enfin, je dis pas largement suffisante parce qu'elle peut toujours se développer. On vient de le voir sur les événementiels. On pourrait le voir sur d'autres sites sur lesquels il y a de fortes activités touristiques. Mais Patrice a dit tout à l'heure, on réfléchit par rapport à ces sites pour les connecter à des offres de transport. Mais c'est l'information, c'est-à-dire que je leur dis, c'est l'offre qui fait la demande. Si on est capable de dire depuis Toulouse, depuis Montpellier, depuis Carcassonne, depuis Figeac, quelles que soient les villes, alors peut-être pas tous les villages, mais en tout cas les villes, parce que c'est là où il y a le plus de gens en capacité de partir, voilà ce que vous pouvez faire en transport collectif, exactement comme les Suisses le font. C'est-à-dire que les Suisses, ils ont un petit bouton « J'y vais en train ». Voilà. Moi, je rêve d'un site internet complètement dédié aux activités de loisirs cet été, en lien avec la SNCF, en lien avec l'ADEME qui travaille à nos côtés sur tous les enjeux de tourisme durable, en lien avec des acteurs alors que je cite comme Decathlon, dont l'intérêt c'est de faire pratiquer le plus possible d'activités de pleine nature, en lien peut-être avec les médias régionaux pour dire voilà, ce site, j'y vais en train pour promouvoir toutes les activités de loisirs, j'y crois beaucoup, et de la même manière qu'on le voit, 1 billet, 1 euro, amène plus 10% de consommation, enfin de voyage en train en Occitanie par rapport à d'autres régions et par rapport à l'an dernier alors qu'on est dans une situation de crise. Moi, je pense qu'un site hyper bien fait, et je vous promets qu'on y travaille, hein, et j'espère qu'on sera capable de le livrer, s'il s'appelle JV en train, je ne sais pas, s'il s'appelle Oxygène en lien avec la carte et à l'idée qu'on aura tous besoin après toutes ces vagues sanitaires complexes et compliquées à vivre, le besoin de sortir, et ben, plus on va donner de l'information, plus on va les connecter aux offres touristiques en disant voilà, cette randonnée, vous pouvez la faire en sortie de la gare et c'est pas compliqué. Et vous pouvez partir le matin, vous pouvez venir le soir et vous serez sorti de chez vous pour pas cher et vous aurez ramené vos gamins voir des marmottes, voir des chevreuils ou simplement respirer la nature. Moi, je crois beaucoup à un effort vraiment très important alors de la part du CRT, bien évidemment, de la part des offices de tourisme, de la part des GSO, sur cette notion de service qui renvoie à une information bien plus connectée que celle que nous avons jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, Je voudrais Jean-Pierre. ajouter par rapport à ce que vient de, pardon, par rapport à ce que vient de nous dire Jean Pinard, moi j'adhère complètement à cette prépondérance de l'information, de l'offre. Et évidemment, l'IO a sorti une application sur son propre réseau, hein, mais qui n'est évidemment pas suffisante, mais qui était absolument nécessaire. Mais l'étape 2, ce sera évidemment d'avoir, j'allais dire, une appli avec toutes les fonctionnalités et j'allais dire, les modes de mobilité accessibles à proximité. Donc ça demande effectivement un travail coopératif avec non seulement tous les opérateurs comme le CRT, etc., pour identifier aussi tous les points d'intérêt, etc., mais tous les modes de transport. Ça veut dire un travail sur l'open data qu'on mène évidemment, hein, et pour essayer de capter le plus d'informations et l'information la plus fiable possible pour que l'usager, le voyageur sur le terrain, puisse trouver tout de suite le mode de déplacement, quel qu'il soit, le plus pratique, le moins cher et si possible le moins polluant. Merci Patrice, merci Patrice, merci Daniel, merci Jean Pinard aussi. Jean-Louis Guillaumont, une réaction à tout ce qui vient d'être dit sur cette séquence des mobilités, s'il vous plaît. Il est toujours connecté avec nous. Est-ce qu'il est là? Voilà, on vous entend à présent. Vous pouvez y aller. Oui. Non, moi, je voudrais très sincèrement et sans complaisance remercier les 3 intervenants pour la qualité, je vais dire, de leur intervention. J'aime bien la façon dont ils portent leurs convictions dans le domaine. Je crois que nous avons beaucoup appris de cette crise. Nous avons, l'été dernier, une saison particulièrement difficile, enregistré des progrès significatifs.
Et ceci, nous le devons à la mobilisation de l'ensemble des acteurs et surtout au regard nouveau qu'ils ont projeté, j'allais dire, sur les problématiques auxquelles nous étions confrontés jusqu'à présent. Et je pense que nous avons beaucoup appris de la situation de contrainte que nous avons vécue et qu'il ne faudra pas désapprendre. C'est-à-dire qu'il faudra continuer à avancer dans ces registres-là. L'objectif, concernant, si je peux revenir à l'objet de ce webinaire, l'objectif est bien évidemment de rendre les grands sites d'Occitanie plus accessibles. Et je pense que nous avons marqué des avancées dans ce registre. Nous avons réussi à sortir des sentiers battus et je partage l'opinion de Jean Pinard également. Nous avons beaucoup échangé sur ces sujets. La région communique beaucoup. Nous sommes intimement persuadés du fait que tous les acteurs sont parfaitement informés de toutes les initiatives prises en matière d'accessibilité de nos sites. Ce n'est pas tout à fait le cas et je pense qu'il faut que nous apprenions à mieux informer, je veux dire, l'ensemble des acteurs de ce territoire et probablement en leur permettant de mieux s'approprier l'information pour que justement nous puissions développer de nouvelles approches dans l'avenir. Donc voilà, mon propos est clair. Je souhaite vivement que dans les années à venir, nous continuions, je veux dire, sur les pistes qui ont été initiées cette année et que nous œuvrions conjointement, comme nous l'avons fait avec la direction des transports et des mobilités, pour permettre, je veux dire, une meilleure accessibilité de nos grands sites d'Occitanie. Certains d'entre eux souffrent encore aujourd'hui d'un relatif isolement et je pense que nous devons dès à présent nous pencher sur le méthode qui nous permettra de favoriser leur accessibilité. Est-ce que c'est votre conclusion, M. Guillaumont, de cette matinée ou vous souhaitez intervenir après le sondage? Parce qu'il reste encore le sondage à venir. Oui, bien sûr, pour conclure ce travaux, je voudrais tout d'abord... Alors attendez, M. Guillaumont, je vous interromps. On va d'abord faire le sondage et je vous céderai la parole juste après avoir donné quelques informations pratiques, si vous me le permettez. Allez, troisième question à laquelle on vous invite à répondre à présent. Elle devrait s'afficher d'un instant à l'autre. La voici. Participeriez-vous à la co-construction d'offres combinées, transport, tourisme, culture, loisirs, douces, décarbonées et ou partagées? Oui ou non? Participeriez-vous à la co-construction d'offres combinées, transport, tourisme, culture, loisirs, douces, décarbonées et partagées? Je vous rappelle qu'on a la traçabilité de vos réponses et qu'en fonction de celle-ci, vous serez certainement consulté d'une manière qui restera certainement déterminée par la région pour interagir et vous impliquer et participer à ces ateliers. Voilà, vous répondez, je n'ai pas encore Si, ça y est, j'ai les premières réponses qui arrivent. Ouh là là, je crois que vous êtes très motivés sur cette thématique, semble-t-il. On frise les 100% pour le oui. Si ça se confirme dans un instant, on est à 96%. J'ai en temps réel vos réponses qui arrivent. Alors, pour vous dire le temps qu'elles arrivent. D'abord, à nouveau, M. Guillaumont vient de le faire, mais je vais le faire aussi me concernant, remercier l'ensemble des intervenants ce matin pour leur disponibilité, la préparation et l'engagement qu'ils ont mis pour vous informer de ce qui se passe en ce moment sur justement notre secteur d'activité et les actions qui sont menées par la région, sur les mobilités notamment, on vient de le voir à l'instant. Remerciements également à toutes celles et ceux qui ont préparé les services de M. Desforges, Igor qui a coordonné l'ensemble des webinaires, Vivian qui est en régie technique, que vous ne voyez pas, que vous n'entendez pas, mais qui est très utile pour que tout se passe bien. Et ce matin, tout s'est bien passé. Laura qui est auprès de moi aussi, qui a travaillé pour préparer et pour réaliser ce direct. On a plein d'écrans devant nous. J'en ai 1, 2, 3, 4 pour tout vous dire. Mais l'essentiel, c'est que vous ayez ce que vous cherchez ici. Je vous rappelle que le replay sur la chaîne YouTube du Campus de l'Innovation permettra de revoir ce webinaire. Et puis surtout, mais je pense que M. Guillaumont va y revenir, le campus de l'innovation touristique aura bien lieu sous réserve de conditions sanitaires favorables. Il aura bien lieu du 17 au 19 mai, mais je pense qu'il va certainement vous en dire un mot. Le résultat du sondage, voilà, vous les avez. Oui, à 95%, je vous le disais, une très large majorité d'entre vous, pour ne pas dire l'unanimité, se dégage pour participer. Voilà, moi, à présent, j'en ai terminé. Je vais vous laisser le mot de la fin, Monsieur Guillaumont, afin de conclure ce webinaire. On a fait presque 2 heures ensemble. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup de richesses et encore merci à chacun de vous qui avez participé à ce nouveau succès de ce webinaire avec plusieurs centaines de participants, je vous le rappelle. Monsieur Guillaumont, à vous le mot final.
Merci, monsieur. Pour conclure ces travaux, je voudrais tout simplement, en quelques mots, d'abord remercier l'ensemble des intervenants pour la qualité des travaux. Remercier les nombreux à ce webinaire et leur dire combien leur niveau de mobilisation nous conforte dans nos convictions et dans la volonté de mener jusqu'au bout cette démarche ambitieuse que nous initions aujourd'hui. Pour dire également la conviction dans notre capacité à construire ensemble à partir des résultats très positifs que nous avons déjà enregistrés dans le cadre de la politique des grands sites Occitanie, une avancée donc à l'occasion de la mise en œuvre de notre New Deal. Nous pourrons dans ce cadre, je le sais, nous appuyer sur la qualité de vos expériences et de vos réalisations, ainsi que sur la force du collectif et des projets collaboratifs, et ainsi pouvoir renforcer le lien entre les territoires pour bâtir autour de nos grands sites Occitanie des destinations touristiques de demain. Je crois que c'est un enjeu considérable pour notre région et la période de difficulté que nous avons vécue n'a fait que nous conforter dans cette vision des choses. Nous avons bien conscience du fait également que la réussite d'un projet de ce niveau d'ambition ne sera au rendez-vous que si tous les acteurs du territoire sont fortement mobilisés et si l'appropriation se fait dans de bonnes conditions. En d'autres termes, si l'ensemble des titulaires de ce label des grands sites Occitanie s'engagent de manière forte à nos côtés pour les déployer. Et puis, il va de soi que cette implication des grands sites Occitanie dans des actions communes amplifiera, grâce à l'effet réseau de la collection, la portée de nos initiatives. Enfin, je voudrais, dans ce contexte particulièrement difficile, anxiogène même, que nous avons vécu donc tout au long de ces derniers mois et de cette année, il a totalement rebattu l'écart et a impacté considérablement l'expérience des touristes. Vous dire que nous devons, je crois, mobiliser une forme d'intelligence collective pour devenir ensemble des acteurs de la réussite de ce projet. L'objet est bien évidemment de réinventer, de réenchanter le tourisme de demain en Occitanie. C'est un objectif ambitieux qui nécessitera la mobilisation de tous les acteurs. Nous avons bien conscience du fait que la place prépondérante qu'occupent les grands sites d'Occitanie, que l'expérience, la capacité de mobilisation, le réseau dont ils constituent sont autant d'atouts pour notre région dans la mise en œuvre de politiques innovantes et, disons-le, ambitieuses que nous poursuivons, tant sur le plan social qu'environnemental. Et donc, je vous donne rendez-vous dans les temps à venir autour de ces notions. Je vous invite à une mobilisation très forte et vous invite également à rejoindre le campus de l'innovation touristique, au cours duquel nous aurons la possibilité d'établir un bilan d'étape en quelque sorte des actions initiées par notre collectivité, mais également d'être à votre écoute pour voir la manière dont les choses se sont développées au sein de votre territoire. En tous les cas, merci pour votre mobilisation à nos côtés. Merci pour le travail que vous allez effectuer dans les temps à venir pour permettre au projet que nous avons évoqué aujourd'hui de connaître un aboutissement. Et donc, rendez-vous au prochain campus d'innovation touristique pour que nous puissions ensemble, je veux dire, bâtir nos stratégies. Merci à vous tous. Merci, M. Guillaumont. Le campus de l'innovation touristique, on vous donne rendez-vous là-bas. Ce sera du 17 au 19 mai et ce sera au Palais des Congrès du Cap d'Agde. Merci à vous, derrière votre PC, d'avoir participé à ce webinaire organisé par la région et le campus de l'innovation touristique. Évidemment, avec l'ensemble des acteurs d'aujourd'hui, on vous souhaite de bonnes fêtes et une très bonne année. On vous donne rendez-vous l'année prochaine. Merci à vous et à bientôt. Merci.